Amis Pilota Saïlé, bonjour. Nous voilà pour cette deuxième journée au Trinquet Jean-Marie Maillero de Bayonne pour la seconde soirée des demi-finales. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Paul, bonsoir à tous. Merci encore pour cette belle soirée hier, conclue par une superbe demi-finale, accrochée avec beaucoup de suspense, d'émotion, alors que peut-être on aurait cru qu'à mi-partie, Péo Laralde et Andoni Par, je vais dire, auraient gagné, pas plus facilement, mais en maîtrisant un petit peu mieux cette partie. Oui, c'est clair, ils ont donné du fil à retordre Hospital et Shimon Lambert à Péo Laralde et Andoni Par. Ça a été accroché jusqu'au bout, mais on a une victoire somme toute assez logique au regard de la domination de Péo Laralde et Andoni Par. Ils ont eu du mal à se détacher, ils ont été accrochés jusqu'au bout. Shimon Lambert et Métier Hospital ont crânement défendu leur chance, mais ouais, c'est une victoire logique, une partie très équilibrée et victoire logique de Laralde et Ipar. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la deuxième demi-finale de ce tournoi mano à mano qui met aux prises les vainqueurs, les finalistes du moins du championnat de France Pro B et des amateurs. Hier, on va dire, sans que ce soit tout à fait une grosse surprise, quand même, la victoire de Vincent Bidéondo face à Yon Saint-Paul n'était pas écrite d'avance. Et ce soir, Ignare Ugarte, le champion de France Pro B, sera défié par Pierre Etcheverry. Oui, c'est clair. Et là aussi, une demi-surprise avec la victoire de Vincent Bidéondo, qui est l'amateur. Et puis, voilà, Yon Saint-Paul qui a été un petit peu en difficulté sur la partie d'hier. Et voilà, c'est le physique de Vincent Bidéondo qui a fait la différence. Et là, on va voir aussi une partie un peu dans le même style avec Pierre Etcheverry qui est un joueur relativement physique et Ignare Ugarte qui, lui, technicien et diablement accrocheur. C'est vraiment sa qualité, c'est-à-dire qu'il se bat jusqu'au dernier point, jusqu'à la dernière seconde. Donc on risque d'avoir voilà, une belle partie également pour cette deuxième rencontre des demi-finales du tournoi tête-à-tête qui, comme tu le disais Jean-Paul, ce sont les deux finalistes du championnat de France amateur, Vincent Bidéondo et Pierre Etcheverry, et les deux finalistes du championnat de France Elite Pro B, donc Ignare Ugarte et Yon Saint-Paul. Ignare Ugarte qui a démontré sa bonne forme physique en gagnant lundi au Garat la finale de ce premier challenge Esco Pilota qui était très très intéressant. Et comme tu le dis très justement Philippe, c'est un garçon qui ne lâche jamais rien. Je le trouve très spectaculaire, des fois je le vois sauter parce qu'il lui plotte sur la planche, on a l'impression qu'il ne la voit pas toujours très bien. Allez, le premier but est engagé par Pierre Etcheverry, un but sur la planche. Pierre Etcheverry, il a du physique. Hein. Oui, on le voit déjà. On voit une différence de gabarit importante. Hein. C'était un beau poulet, comme on dit, Pierre Etcheverry. Un gabarit de 3 lignelles, ou peut-être d'ailier ou de centre avec le rugby moderne. On a un numéro 8 à côté, il va nous le confirmer là. Et puis notre ami Sean. Ignare Ugarte qui lui a un physique de demi de mêlée, avec aussi les qualités qu'on retrouve souvent chez un demi de mêlée de combativité, d'agressivité dans le bon sens du terme. Et voilà, ça va être intéressant de voir l'opposition de style ce soir. Pierre Etcheverry qui a carrément qui était en virage de sa carrière, qui je dirais qui a carrément sacrifié la place libre, parce que l'année dernière il avait fait le championnat avec Bardos. Peut-être qu'il est pour Arabatia. Et voilà, il s'est destiné au trinquet. Ils sont à un âge un petit peu là, entre 24 et 25 ans, c'est l'âge un petit peu où il faut confirmer. Et je trouve très bien. Alors j'ai rien contre les joueurs de place libre, hein, loin de là. Mais il arrive maintenant qu'il faut faire un choix parce qu'on vit dans une époque où tout l'été il y a beaucoup de tournois en trinquet. Hier on a fait quelques rappels qui étaient très intéressants, ça nous a rajeuni un petit peu, on est revenu certaines années. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait moins de parties en trinquet pendant l'été et même les indépendants pour les fêtes de village ou pour des défis jouaient beaucoup en place libre. Et là Pierre Etcheverry a fait ce choix de se consacrer tout à fait au trinquet. Oui, ce sont aussi ces bons résultats à la saison d'hiver qui l'ont amené à se consacrer au trinquet. Il a eu, j'imagine, quelques garanties de la part d'Esco Pilota de pouvoir participer à plusieurs tournois, donc de pouvoir progresser. Et c'est vrai que c'est un débat d'ailleurs actuel entre la spécialisation en trinquet avec les meilleurs joueurs et du coup la difficulté pour les clubs d'engager les équipes en place libre. Bon, ça a toujours été un peu difficile, mais
c'est vrai qu'ils sont à un âge, et Pierre Etcheverry, il est à un âge maintenant où il ne faut plus perdre de temps. Ce sont des joueurs, c'est une génération qui a subi de plein fouet le Covid avec l'arrêt des parties pendant quasiment un an, donc pas la possibilité de s'entraîner, pas la possibilité de jouer. Donc il y a toute une génération là, qui a été freinée dans son élan. Et bon, maintenant il ne faut pas perdre de temps. Ce sont des joueurs qui ont des qualités et qui doivent pouvoir s'exprimer au plus haut niveau. En tout cas, il est bien rentré dans sa partie puisqu'il mène 3-0 à Pierre Etcheverry et on voit qu'il est parfaitement motivé. Pour lui, c'est un rendez-vous important. Ah oui, c'est aussi un passage de pouvoir battre le finaliste du championnat de France. Ben, on marque les esprits, on marque les organisateurs. Et ça permet de se montrer sous son meilleur jour pour envisager de rejoindre aussi la catégorie Elite Pro le plus rapidement possible. Il y a plusieurs jeunes un petit peu là, comme je pense à Alexis Seri, à Antoine Luro. On voit qu'Andoni part à passer le cap et carrément maintenant classé Pro A. Mais quand on parlait hier de Peyo Laral, de Baptiste Cassou, qui est très jeune, je dirais très jeune, à 22-23 ans, était déjà intégré dans le groupe A. Oui, et je vois même plus tôt. Même Peyo, il avait moins de 20 ans même. Ouais, et on savait que ça allait être un crack. Hein, oui, c'est ça. Et là, je vois tout à l'heure, on va voir Eneko Maïs, mais Eneko Maïs, il arrive quand même à 27 ans. Et Niang Tcheverria arrive maintenant à 25 ans. C'est là, cette année-là, il faut qu'il passe un palier pour s'affirmer complètement, pour être des vrais professionnels, je veux dire. Oui, c'est clair. Après, Baptiste Ducassou et Peyo Laralde, ce sont deux exceptions. Ce sont des joueurs qui sont arrivés à maturité très rapidement, mais on va dire de manière assez traditionnelle, les joueurs de Mernu, ils arrivent à leur meilleur niveau assez tardivement. Ce n'est pas rare de voir des joueurs de 25-26 ans arriver à leur meilleur niveau à ce moment-là, quoi. Et c'est peut-être ce qui va arriver pour cette génération. Alors on leur souhaite. Ignare Ugarte, passé pro cette année à 32 ans. Tout le mérite est pour lui. Alors certes, il vient de Biscaye. Et le Trinquet, il le connaît que depuis 3-4 ans. Mais c'est toujours plaisir de voir des. Ce sont des joueurs sur Abadigno, cette zone de la Biscaye, c'est une zone où ça joue beaucoup en Trinquet. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des parties dans le cadre du tournoi Graouli, du tournoi interprovince. Et il y a une grande aficionne du Trinquet, donc Inar Ugarte, Siarousta, sont des joueurs qui jouent depuis de nombreuses années en Trinquet, qui sont arrivés un peu tardivement au haut niveau, puisqu'ils ont traversé la frontière pour jouer pour le club d'Andayarak. Et puis c'est là que leurs résultats ont été bons, puisqu'ils ont du coup ils ont été champions, et c'est à l'occasion de leur victoire qu'ils ont pu rejoindre la catégorie Elite Pro après avoir gagné en fait des titres. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés à maturité un peu plus tard, parce qu'ils n'ont certainement pas été confrontés au plus haut niveau très rapidement. Ouais, comme Eneko Maïs également Ndayara, ça me permet de saluer Michael Rad, le sympathique président d'Ndayara, qui est là au filet du fond et qui coache toujours ses poulains, je dirais un petit peu, que sont Eki Serousta, Ignare Ugarte et Eneko Maïs. On va avoir double travail, Michael, ce soir, puisque Eneko Maïs va jouer la deuxième demi-finale, la grande partie après, je dirais, ce lever rideau. Si on appelle ça un lever rideau, parce que, ma foi, c'est très intéressant ce que nous propose la fédération en mettant en lice ces 4 joueurs. Il se bat, Ignare Ugarte, on le voit. Là, il va être peut-être. Il est fidèle à son style. Il se bat sur toutes les pelotes. Le point n'est jamais perdu. Bravo, Ignare. Il n'a pas lâché le morceau, on peut lui faire confiance. On est qu'à 2-5, Ignare. Je le vois un petit peu donner des épaules, mais il est très spectaculaire et charmant, ce garçon. Comme tous les pilotaris. Pour l'aimer, ce jeu, c'est de quoi tu parles, Philippe, des sacrifices que tu as fait, et on continue à en faire, quelles que soient les générations, pour pratiquer la Mernu. C'est un sport qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux. Voilà, on ne peut pas jouer à Mernu en dilettante, et encore moins faire carrière à ce niveau-là en dilettante. Et ce sont des joueurs qui sont vraiment consacrés à 100% à leur sport pour pouvoir atteindre ce niveau. Ignare Ugarte au but. 2-5.
tendu Ouais. de la gauche, juste hein, à la limite Oui, des Pachas, il bute un pas peu. coupé. Voilà, par Pan- contre, là, il ne se trompe pas. Inaru Ugarte, il est en face du pan coupé. Il le tape parfaitement bien. Et puis, c'est le point. La pote, elle vient s'écraser en bas à gauche. Lui, il va être dans l'optimisation. Il sait qu'il a besoin aussi d'être tranchant parce que, bah, tu le disais, Jean-Paul, il a 32 ans. Pierre Etcheverry, lui, 23-24 ans. Donc, peut-être que la fraîcheur physique, elle est un peu plus. Elle risque d'être en faveur de Pierre Etcheverry. Mais du coup, il le sait, Inaru Ugarte. Donc, quand il aura les opportunités, et puis en fin de trinquettiste qu'il est, il transformera ses opportunités. Il cherche à serrer le jeu, hein, toujours à gauche. Voilà. Directement le premier filet. Ouais, il le fait très très bien. Il prépare le point, une première planche. Il oblige Pierre à jouer avec la main gauche. Et puis après, sur la deuxième, il arrive à la loger au premier filet sans forcer. Un bon coup de bras. Il la lève suffisamment au mur. Et pam, la pelote, elle plonge au filet. C'est parfaitement exécuté. C'est du jeu de tête à tête très classique, mais ça marche, ça fonctionne. Autant de points, hein, un pan coupé pique et un premier filet. Il nous a commencé à nous montrer un petit peu toutes les spécialités du jeu en trinqué. Il faut qu'il allonge un petit peu son but. Voilà. Il a vu que tout à l'heure, il était un petit peu juste sur le but et il prenait le risque de faire fausse. Il continue à buter très court. Et là, il la lève très bien. Elle monte sur la planche, mais elle retombe et avec l'effet, hop, elle vient se loger. Un effet rétro, elle vient se loger au pied du fond. Et Pierre Etcheverry, il n'arrive pas à mettre la main pour sortir cette pelote. Et c'est la première égalisation. À 5 partout. À 5 partout. On en a parlé hier beaucoup, Philippe, de ce but en cloche au fond. Hein. Qu'est-ce que cela, c'est un début de partie. On dit souvent dans la dernière dizaine aussi, quand les organismes sont un peu fatigués. Ça pèse, bien sûr. Et il est toujours payant ce but. Hein. Celui-là, il va s'égarer. Ça va être une belle pelote pour Etcheverry. Allez, la possibilité, Pierre, là, de se replacer en attaque. Il ne tire pas suffisamment le jeu. Un peu plus à la part Ugarte, mais pas non plus suffisamment. Voilà, ça c'est bien joué. Oula, il n'y a pas de réussite. Il a failli trouver le pompe à chalet après le deux murs. Et là, il a cherché direct. Il ne manquait là, pas c'est grand-chose. Non, c'est pas dedans. Une pelote remote, je pense qu'il va poser juste. Elle est doublée cette pelote par Pierre. Elle est doublée. Il était vigilant. Le juge arbitre Christophe Sorondo. Ouais, il manœuvre bien pour l'instant, Inaru Ugarte, parce qu'il est dans son jardin, là, il est dans le petit périmètre. Pour l'instant, on ne dépasse pas le troisième filet. Et s'il reste là, ben lui, il va jouer à sa main. Il va être dur à manœuvrer. Il va être dur à manœuvrer. Voilà. Il faut essayer pour Pierre d'allonger le jeu si possible, de mettre un peu plus d'intensité. Parce que sinon, il est diablement dangereux. Inaru Ugarte dans le petit jeu, si on faisait une analogie avec un autre sport de balle, dans le petit jeu, il est dangereux, Inaru Ugarte. Et il prend les commandes pour la première fois dans cette partie, 6-5. But à gauche, mais il est encore en position offensive, Lignard. Ouais. C'est très tactique. Hein. Voilà, on a l'impression que quand on ne connaît pas trop la pelote, on se dit bon, il suffit de taper dans la pelote. Non, le jeu de trinqué est un jeu de construction, je dirais, pratiquement. Et tout ce qui est fait est pensé et réfléchi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réussir à chaque fois ce que l'on veut faire, mais on a un plan de jeu, on a une idée précise de ce que l'on veut faire. Et puis les caractéristiques de l'aire de jeu permettent aussi de varier les coups. Et on en a eu un petit aperçu là par Inaru Ugarte qui a tout à l'heure touché le pan coupé, qui a arrêté la pelote vers le chilo, qui a fait un deux-murs, même si la pelote ne s'est pas logée au filet, mais il est en train d'utiliser toutes les spécificités du trinquet pour construire sa partie Inaru Ugarte. Il est gêné, Pierre, parce qu'il ne recule pas suffisamment. Il varie aussi bien le but. Il bute court à droite, enfin plutôt à gauche d'ailleurs, et puis ensuite il l'allonge bien. Et Pierre, il était un petit peu près, donc du coup, il ne recule pas suffisamment et sa pelote, elle monte. Et là, ce but, il se logeait directement au filet du fond. Hein. Ouais. Ça fait 8-5. Voilà, il a fait, si je ne me trompe pas, 5 points d'affilée. Inaru Ugarte.
Oui, il perdait 5-1. Hein. Ouais, même à 5 à 1, il a fait 7 points de rang. Pendant que Pierre Etcheverry ne bouge pas pour l'instant. Et tu le disais très justement, Philippe Pierre, hein, souvent tête à tête, c'est, je ne dis pas la loi des séries, mais souvent on enclenche et puis on fait 7-8 points consécutifs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Exactement, hein. ça arrive souvent. Ouais. Après, sur ces pelotes, là, Pierre, il avait une belle pelote au retour. Il faut qu'il soit capable de mieux en profiter, de mieux utiliser ses pelotes. Allez, le milieu du trinquet. Voilà, c'est bien, c'est serré. Il peut juste la remettre à Ougarté. Il faut mettre plus d'intensité. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Pierre Etcheverry, il s'applique bien, il la lève comme tout à l'heure Inar Ougarté. Et la pelote, elle vient bien se loger au filet. Et ça lui permet de couper un peu la dynamique, la belle dynamique qu'avait mis en place Inar Ougarté. 6-8. Intéressante cette partie. Ouais, elle va être relativement équilibrée. Il faut que Pierre arrive à monter le curseur d'intensité pour essayer de déborder Ougarté. Et puis lui, Ougarté, il sera dans son style caractéristique, comme on le disait. Il va rien lâcher. Il va profiter de toutes les pelotes. Allez, pour l'instant, on essaye de serrer le jeu par la planche, d'un côté comme de l'autre. Ouais. C'est un jeu qui va mieux convenir à Ignard, je pense, celui-là. Et ouais, c'est un arrière, Ougarté. Donc du coup, c'était un joueur qui est plus habitué. Hop là, Pierre, il a attendu que la pelote touche la paroi, mais elle était tombante. Elle s'est écrasée un petit Elle peu. s'est Ouais. écrasée, du coup, il n'a pas pu la relever. Et, ouais, on disait que Inar Ougarté, il a un jeu d'arrière, plus habitué à jouer avec la planche, à faire rouler la pelote sur la planche. Et lui, dans sa stratégie, il va essayer d'éloigner Pierre Etcheverry, qui lui est plutôt en avant. Et du coup, qui se trouve un peu plus en difficulté quand il se retrouve loin du trinquet. En fait, tout le monde est en difficulté quand on est collé au fond, mais un avant, c'est encore un petit peu plus difficile pour un avant, quoi. Donc, allez, il prend son élan, Ougarté, voilà, il alterne parfaitement le but au filet du fond et à gauche. Et ça a été un petit peu, en revenant sur le titre de Ignard Ougarté, ça a été un petit peu la surprise de l'hiver, parce qu'on rappelle que dans ce championnat de France de Pro B étaient reversés des joueurs qui n'avaient pas gagné leur qualification pour être dans les 6 premiers du groupe A. Il y avait quand même des garçons comme Michael Dermandra, Yon Saint-Paul et Nico Maïs en ont mis part. Et le fait que Ignard Ougarté gagne ce championnat, alors bien sûr, c'est pas un jeune, il a l'expérience et tout, mais je pense que ça lui a donné un surplus, encore un très beau but, hein, au 5e filet direct. Et ce garçon, ça ne m'étonnerait pas qu'en fin de saison, l'année dernière, il avait fait 2 masters tout à fait en fin de saison, et qui viennent titiller un petit peu des joueurs comme Chimou Lambert, comme Peyo Guichandut, pour essayer d'intégrer dans certains tournois, je dirais, comme Change du Labour, où il y aura 8 avant, 8 arrière sélectionnés, et se faire une petite place à ce niveau-là. Après, je pense que Ougarté, c'est le genre de joueur qu'on a connu un peu, il y en avait d'autres il y a quelques années, avec un petit format, un petit gabarit, qui sont capables d'embêter vraiment tous les joueurs et qui par contre sont après d'un niveau un petit peu physiquement, c'est un petit peu difficile pour pouvoir titiller les meilleurs. On l'a vu, hein, il a participé sur des parties. Bon, quand il se retrouve après en face de Peyo Laralde, Baptiste Ducassou, Luis Sanchez, etc. Voilà, on sent que c'est un joueur qui a quand même qui est un petit peu limité, et c'est absolument pas péjoratif, hein, parce qu'il est tellement dans l'optimisation de ce qu'il fait. Moi, je suis admiratif avec les moyens qu'il a de pouvoir avoir ce niveau-là, et ça m'étonne pas. C'est vraiment le genre de joueur qui est capable de remporter des titres en groupe B. C'est tout à fait le prototype. Et puis après, par contre, pour passer le niveau supérieur, pour vraiment être pour envisager de taquiner les tout meilleurs, bon, là, c'est un petit peu plus difficile, parce que le mental qu'il a, parce qu'il a un gros mental, ça lui permettrait d'y arriver. Par contre, physiquement, quand même, c'est plus difficile, parce que, et notamment en 2 à 2, où l'arrière en 2 à 2, il a quand même mission de tenir la baraque, de bien éloigner le jeu, de frapper fort. Et bon, dans ce registre-là, c'est moins son registre, Inar Ougarté. Son registre, c'est vraiment
ce registre du mental et de l'accroche à tout prix. Et voilà, quand il faut passer au-dessus, il lui manque un petit quelque chose, quoi. Oui, ou alors il faut le faire jouer dans certains tournois avec peut-être un avant supérieur. Parce que pour son premier tournoi en Master en Groupe A, il avait été en finale l'année dernière Scopilota avec Peyo Laralde, qui est quand même une référence devant, hein, contre Michael Darmandraï et Baptiste Ducassou. C'était à Espian, le trophée Scopilota, le dernier de la saison, en novembre. Et bon, sans dire qu'il était tout à fait à ce grand niveau, je pense que pour lui, c'était quand même motivant pour son premier master d'arriver en finale. Alors on va relativiser parce qu'il joue avec l'avant numéro 1 du tournoi, hein. On va revenir tout à l'heure sur le parcours de Peyo Laralde depuis un an ou deux. Mais voilà, je le trouve très bien, hein. On en a parlé hier, Philippe, on ne va pas toujours rester avec les 4 monstres, les 4 galactiques. Il faut que ça s'ouvre un petit peu, parce qu'on se rend compte encore qu'il y a une différence de niveau. On respecte tous les joueurs, quel que soit leur niveau, mais quand on parle d'avant, on va d'abord parler de Peyo Laralde, qui a recreusé un petit écart par rapport à Mathieu Hospital et Ignacio Echeverría qui s'est fait son trou. Et derrière, il y a Baptiste Ducassou, Luis Sanchez, et le troisième arrière, quel qu'il soit, il y a quand même une petite différence de niveau. Oui, bien sûr. C'est absolument pas, il n'est pas question de manquer de respect à personne. Au contraire, hein, parce que Ugarte, encore une fois, avec les moyens qu'il a, faire ce qu'il est capable de faire, moi je trouve ça absolument remarquable. Voilà. Et si on l'appelle, il donnera toujours le maximum. Ça, on est sûr. Il n'y a pas de doute sur l'état d'esprit, il n'y a pas de doute sur l'engagement. Voilà. 12-6, il a fait, sans dire un petit break, un petit écart, l'ami Ignard. C'est un adversaire qui est très difficile à jouer, hein, parce que, encore une fois, là, il a un petit peu de difficulté. Il trouve les ressources pour bien serrer, pour se mettre dans la bonne position. Et Pierre Etcheverry, pour l'instant, il n'arrive pas à se défaire de l'étau, quoi. Il subit. Voilà. Il écarte un peu. Est-ce qu'il y aura un remote? Ouais, c'est ramené. Il faut qu'il pose devant la pierre. Allez. Il a l'occasion de faire le point. Là, c'est trop pour Ignard. Là, c'est trop. Allez, Pierre, 7-12. Ouais, il s'est déjà bien battu, mais il faut rien laisser au hasard. Il faut être présent sur toutes les pelotes pour faire le point. Parce que Ignard Ugarte, il va couvrir tout le trinquet. Un petit changement de pelote. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup hier, hein, finalement. Hein. Non, il n'y en a ni pas... dans la première, ni dans la seconde partie. Moi, je trouvais ça, on en a parlé, mais étonnant, parce que je trouvais que cette première pelote-là, je la trouvais, elle était... Torte. Ouf. Comme on dit les anciens. Torte, très torte. Je trouve que c'est dommage un peu d'avoir des pelotes aussi tortes. Allez, longe le filet, Pierre, pour buter. Est-ce qu'il va chercher la paroi de verre? Ouais, c'est ce qu'il essaie de faire. Ouais. Mais c'est sans difficulté pour Ugarte. Deux murs de la gauche. Oh, pas le coupé Chilo. Ouais. Bien, et puis avec un peu d'intensité en plus. Hein. Ouais, il avait frappé cette pelote, il n'avait pas posé. Ugarte qui avait tiré le deux murs de la gauche. Ouais, dans un moment de défense, qui était dedans, et Pierre il a bien anticipé, bien intercepté, puis il a réussi à toucher le mur de droite et le chilo. Ça a surpris le Biscayen, et il revient dans la rencontre. Pierre Etcheverry, il est mené maintenant de 4 points. Il n'a pas réussi pour l'instant à régler la mire au but, Pierre Etcheverry. Elle est un peu court là. Hein. Ça c'est une pelote où il faut faire le point. Ah, c'est dommage, c'était une belle pelote. Et oui, il fait quand même le point au filet du fond. Mais il laisse du jus quand même. Là, il est obligé de laisser un petit peu de jus. Il fait quelques allers-retours, un peu de rallye. C'est obligé. C'est un rameneur de pelote Ugarte. Donc il doit obliger l'adversaire à toujours frapper un coup de plus, un coup de plus, un coup de plus. Donc il faut développer beaucoup d'énergie pour faire le point.
C'est pour ça que quand il a des opportunités aussi, Pierre Etcheverry, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il faut là, il a pas levé suffisamment sa pelote, donc à gauche, elle prenait la direction du filet, mais comme il n'a pas suffisamment levé, elle est tombée vers la palette. Il faut que sur ces opportunités-là, il arrive à mettre la pelote dans le filet, parce qu'il va avoir une partie marathon, sinon. Ah, il faut qu'il engrange plus de buts, hein, c'est sûr. Palette. Ah, il se retrouve pratiquement en défense sur un but sur la deuxième pelote. Ouais. Un petit peu dommage. Et on rechange de pelote. Ouais, Ugarte il prend la sienne. Il est un peu tendu aussi, j'ai l'impression, Pierre Etcheverry. C'est vrai que se retrouver aussi enlevé de rideau au Trinquet Moderne pendant les fêtes de Bayonne, c'est un rendez-vous incontournable, donc ça peut aussi mettre un peu de pression. On sait que c'est une opportunité pour lui de se montrer sous son meilleur jour, on l'a dit tout à l'heure. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il est un petit peu inhibé, alors il faut qu'il arrive à se libérer. Absolument. Pour donner le meilleur de lui-même. C'est le mot qui convient. Alors sans être un passage obligé, c'est quand même une étape importante un petit peu pour lui. Ah, mais c'est pour tous les joueurs aujourd'hui, quand ils ont une opportunité, voilà, il y a des décideurs d'Escopilota, il y a des décideurs de la fédération, il y a des organisateurs d'autres tournois. Celui qui se met en avant, il s'ouvre des portes pour pouvoir participer à d'autres tournois. Et du coup, les joueurs le savent. C'est toujours toute la difficulté aussi. Les jeunes, quand on est jeune, on a moins d'opportunités. Et il faut se montrer sous son meilleur jour. Parce que si on ne se montre pas sous son meilleur jour, il y en a d'autres qui se montrent. Et du coup, on nous fait moins confiance. Et, bon, après, c'est le principe du sportif dans n'importe quel sport. Hein. Celui qui est capable de montrer son meilleur visage au moment opportun. Voilà. Et peut-être que Pierre, aujourd'hui, il est un petit peu inhibé. Mais au fur et à mesure, il va certainement se libérer. C'est un gros buteur habituellement, Pierre Etcheverry. Ah, il a été chercher le pas coupable à la gauche, c'est bien. Ouais, le Chilo, ouais. C'est bien. C'était le Chilo, il a un peu de réussite. Il en faut. Et on leur souhaite le meilleur à ces jeunes. Et si dimanche, on avait la revanche de la finale amateur, Vincent Midéondo, Pierre Etcheverry, ça passerait devant 1400 personnes. Et on va voir là le joueur qui résiste à la pression. Hein, comme je disais, ça va marquer les esprits. Celui qui gagnera cette partie, ça sera une petite ligne sur son CV. Oui, c'est clair. 11-13. Il a varié son but, ma foi. Ouais, ça a gêné Ander Ugarte. C'était une pelote qui semblait pas vraiment difficile pour lui. Mais le fait aussi de changer de côté, c'est toujours déstabilisant. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au filet du fond, un coup court, jusqu'à trouver le but qui peut gêner l'adversaire et ensuite insister dans ce but qui gêne l'adversaire. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas trouvé, il faut continuer à varier. C'est souvent payant la variété des buts. Voilà, bien buté ça. Voilà, oui, super. directement au filet. Voilà. Ça c'est bien parce que même s'il arrive à intercepter de la gauche, Ugarte, c'est une belle pelote après. Tellement elle était bien serrée par Pierre Etcheverry. Et voilà, qui arrive à égaliser après avoir eu tout à l'heure on disait une série contre lui, là c'est lui qui fait la série. Exactement. Maintenant. Deuxième égalisation à 13 partout avec 4 points au but pour Pierre Etcheverry. Voyons s'il va reprendre les devants au plan de shot. Allez. Allez, il faut profiter de ça là. Ça c'est une belle pelote. Bien tapé. Allez, maintenant il doit déborder. Il doit déborder. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ah, qu'est-ce que demande Mme Beritz, Ignard? Non, il ne demande pas Beritz, c'est parce que Pierre Etcheverry a un peu râlé parce qu'il a été gêné. Ouais. Il ne s'est pas vraiment écarté. Ugarte, il n'a pas laissé vraiment la place. Mais
Le point est pour Pierre qui reprend les devants 14-13. Exactement, voilà, il ne faut pas se déconcentrer. Il reprend l'initiative, c'est bien le plus important pour lui. Voilà, il insiste à gauche. Allez, là, il faut qu'il conclue là dans le 1. Ouais. Oui. C'est pas très académique, mais ça paye. Il est tout près du mur, donc Inarugarte, il hésite. Il se dit, tiens, est-ce qu'il va poser? Il est obligé d'avancer, Inarugarte, et puis du coup, il sort cette pelote. Et puis, voilà, il allonge. Et ça permet à Pierre Etcheverry de reprendre les commandes de cette rencontre. Ce qui mène maintenant 15-13. Etcheverry qui a un maillot à dominante rouge. On a deux maillots qui se ressemblent, mais Pierre Etcheverry, il est avec le maillot qui a plus de rouge. Alors, il y a rouge et blanc et rouge. Voilà, parfait. On est content. Ah, bien sûr. Comment ils jouent les pilotari du bac, Philippe? En rouge et blanc? Malheureusement, non, je ne peux pas dire ça, malheureusement. En vert et blanc. Ah. En vert et blanc. C'est l'espérance. Allez, bien. C'est la série, comme tu le disais, Philippe. Pour lui, il vient d'engranger 7 points consécutifs, Philippe. C'est un petit peu le charme du tête-à-tête. Oui, c'est ça, exactement. Pas eu de break encore. On prend un petit peu son temps, on souffle, on récupère. On n'a pas eu encore le premier tempo. Allez, Etcheverry, il reste dans sa course d'élan vers le filet. Est-ce qu'il va changer son but? Ouais, il bute au filet du fond. Il faut serrer le jeu. Pas assez là, sur ce coup-là. Ouais. Faut qu'il profite là. Ouais, il a un mauvais passage Inarugarte. Là, il a fait 2-3 mauvais choix. Il laisse Pierre poser cette pelote assez facilement. Il faut qu'il arrive à profiter de l'instant, Pierre Etcheverry, pour creuser un peu plus l'écart. Il y a un petit doute qui s'installe dans l'esprit du Biscayen. Et il faut essayer d'enchaîner maintenant. Il prend son temps, Pierre Etcheverry, mais faut pas tarder parce que souvent la spirale, elle peut être positive pour celui qui mène. L'autre est dans le doute et donc si ça s'enchaîne rapidement, ça peut vite se transformer au score. Voilà, ça c'est bien. C'est bien joué. Voilà, ça c'est bien. Bien joué. Alors, il y a une partie très compliquée, le Diassage Pieux-Port. 3 jours après, est-ce qu'il a un petit coup de pompe à mi-partie? Ça arrive, hein, on peut se refaire après, mais on voit que quand il sait qu'il ne peut pas l'avoir, comme tu l'as dit avant, il n'a pas fait l'effort pour aller chercher à droite. Non, ça lui ressemble il pas. se ménage un petit peu. Hein, oui, ouais. ça lui ressemble pas en plus parce que, on dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est très très combatif. Et du coup là, sur ces 2-3 derniers points, il laisse des pelotes, il pose avec un peu de nonchalance, sans beaucoup d'engagement. C'est un petit peu étonnant. Alors, je sais pas c'est si pas le genre de la maison. Non, c'est pas le style. Donc est-ce qu'il a un petit moment de doute? Est-ce qu'il n'a pas récupéré, comme tu disais, donc il a besoin de récupérer de la partie de lundi, il a besoin de reprendre son souffle. On va voir. Mais en tout cas, c'est tout bon pour Pierre Etcheverry. C'est le premier break. Qui bouscule un peu la hiérarchie. Et Plota Sailé commence à arriver gentiment à garnir le trinquet
Jean-Marie Maillaro, qui affiche déjà complet pour dimanche. On m'a dit à la billetterie qu'il n'y avait plus un billet à vendre pour dimanche. Ce sera le Liénon. Et ce soir, il y aura... Alors, sans que ce soit une déception, beaucoup de gens avaient réservé leur place parce que l'affiche, c'était la revanche de la finale du championnat de France. Et on sait que Luis Sanchez, malheureusement, a dû déclarer forfait. C'est Peyo Guichardut qui remplace, mais on sait que Peyo a fait des grandes parties ici. Il a été champion de France ici avec Walter Agusti. Il a déjà gagné les Masters ici. Il ne sera pas perdu dans le moderne, Peyo. Là, il y a de l'opposition en face. Hein. Il y a du monde. Quand on sait la forme actuelle de Bakikia Ducassou, qui a été impériale à Arcang au trophée au Bérénac, la partie pourrait être un petit peu compliquée pour Eneko Maïs et Peyo Guichardut. Oui, on va voir dans quel état de forme ils se présentent tous les deux. Hein. Peyo Guichardut, il alterne le bon et le moins bon hein, ces derniers mois. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle il n'était pas sélectionné pour le Master. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas... On respecte tout le monde, mais ici, on peut dire les choses. La raison pour laquelle Peyo Guichardut n'a pas été retenu au départ, c'est parce que ses résultats sont moins bons que par le passé. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle il a été écarté. Il peut participer au Master parce que Luis Sanchez est blessé. Et on sait que Peyo il est capable de jouer à très très haut niveau. Il en est capable. Il peut faire la surprise. Il est capable de jouer au même niveau que Bakikia Ducassou. Oui. Voilà. Donc après, il reste à savoir s'il va le faire ce soir. Et puis, dans quel état de jeu également sera, à quel niveau sera aussi Eneko Maïs, qui avait fait un très très beau championnat et qui, à mon sens, avait été un petit peu décevant sur la finale à Asparin. Alors bon, il y avait Baptiste Ducassou et Ignacio Echeverria avaient mis la barre très très haute. Mais voilà. Moi, j'avais été, je m'attendais à une prestation un peu meilleure de la part d'Eneko Maïs. Et donc, on va voir ce soir s'il va être capable d'élever son niveau de jeu. On l'a dit hier, hein, ils sont favoris. Ignacio Echeverria et Baptiste Ducassou, ce sont les champions de France en titre. Voilà, ils affichent la grande forme tous les deux. Maintenant, la balle, la pelote est dans le camp de Maïs et de Guichardut. On dit souvent que, à l'inverse du rugby, le rugby ça commence devant, la pelote ça commence derrière. Bon, Peyo Guichardut, il aura un rôle important et on verra dans quel état de forme il va se présenter pour voir s'il peut mettre son partenaire dans une situation qui peut permettre d'inquiéter Baptiste Ducassou et Ignacio Echeverria. Mais je trouve ça très très bien, Philippe, qu'on compte magnifique sur les joueurs. De la gauche. Ouais. On va revenir pour conclure ce petit passage, qu'on tienne compte de la forme du moment. Bien sûr. Parce que l'année dernière, sur les Masters, carrément 8 joueurs avaient été sélectionnés, 4 avant, 4 arrière, et on s'est rendu compte que finalement, au bout de 3-4 Masters, certains joueurs n'avaient pas le niveau. Alors on ne parle pas des 4 galactiques. Et cette année, ça varie à chaque Master selon la forme du moment, et je trouve ça très très bien. Oui, c'est normal. C'est normal que le Master, la création du Master, c'est la réunion des meilleurs joueurs du moment. Voilà. Donc il faut que ce soit les meilleurs joueurs du moment qui puissent s'exprimer. Voilà. C'est tout à fait logique et puis ça permet de laisser la porte ouverte aussi à quelques jeunes qui ont fait une très belle saison et de pouvoir les voir se confronter dans une compétition de trop haut niveau au tout meilleur. Oups là, c'est un peu péto ça. Elle est bonne quand même. Elle est bonne quand même. Je ne vais pas dire que c'est un point chanceux, mais elle est bonne quand même. Après, revenant sur Peyo Guichardut, c'est vrai que son petit point faible, c'est la constance d'une partie à l'autre. Par contre, je l'ai vu faire une très bonne rentrée à Dax. Ah non, c'est un joueur. Où il avait quand même battu 40-17 la paire Mathieu Hospital Baptiste Ducassou avec Peyo Laralde, certes, mais c'était une partie de rentrée. C'est un joueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Peyo Guichardut, il est capable d'être au très très haut niveau. C'est ce qu'on lui souhaite tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. Ouais. Mais parfois, ces derniers temps, il ne l'a pas toujours été. Encore une fois, c'est pas lui faire injure, mais il ne l'a pas toujours été. Donc, mais il en est capable, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Et plus il sera prêt au score, plus il roulera au score et autant bon il sera. Par contre, s'il y a un écart, c'est peut-être un petit problème mental aussi de lâcher prise peut-être plus rapidement que notre adversaire. Peut-être. Oups, allez, Ignard. Ouais. Tu faisais un petit passage à vide, Ignard, là.
Allez, il faut conclure le point à la pierre. Voilà, c'est bien. Ah, dommage. Oh, il a raté le pas coupé, je Ouais, pense. il Là, a raté, exactement, il a raté le pan coupé. Du coup, alors c'est pas terminé. Allez, 16-19. Reviens un petit peu, Ignard. C'était un petit peu laborieux sur ce point, mais Ouais, c'est laborieux, mais il est toujours là. il lâche pas. Il lâche pas, il est un peu comédien aussi. Naro Ugarte, c'est un peu la La comédie. comédia dell'arte. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu la commedia dell'arte. Il envoie des messages d'épuisement, de lassitude, mais il va être là jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Il va se battre jusqu'au bout. Il va pas lâcher le morceau. 16-19. Prend un petit peu son temps pour aller buter, Ouais. c'est bien normal. Hein. C'est normal, il récupère, il a raison. Ouais. Il faut. Alors, est-ce qu'il y a un temps Optimiser. imparti là pour buter un petit peu comme au tennis, on laisse 30 secondes? Est-ce que on ne fait pas tourner le chronomètre là à Manu? Non, Et direct au filet du fond. Hein. pas à ma connaissance. Je n'ai pas connaissance d'un règlement qui chronomètre le temps imparti. Peut-être ça existe. Mais bon, les joueurs, je ne crois pas avoir vu, ou rarement avoir vu des joueurs qui exagèrent. Donc la question ne se pose quasiment pas. Mais c'est possible qu'il y ait un règlement qui existe là-dessus. Il faudra qu'on se le. On va se renseigner auprès de Christophe Sorondo. De Sorando, exactement, de Christophe Sorando qui pourra nous dire. Ah, il se rapproche, Naro Ugarte. Il n'est plus qu'à 2 points de l'égalisation. On se rapproche également de la mi-partie. Attention, ce but. Il est faux. Ouais. Il a pris des risques alors qu'il venait de faire un gancho direct au filet du fond. Il a voulu varier son but. Ouais, mais il est un peu court depuis le début. Naro Ugarte, ça fait plusieurs fois qu'il passe le filet et l'arrêt juste. Et puis quand on est un peu juste comme ça, on finit par faire faux. Ça arrive souvent. Et là, il s'en veut parce que c'est un point donné en fait. Hein. Donc, C'est jamais le bon moment pour buter faux, hein, Philippe? non, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour buter faux. Voilà. Le point gratuit, le point donné. On est à mi-partie, 20-17 pour Pierre Etcheverry. Les débats sont tout de même assez équilibrés. C'est très très bien. Ah, ça c'est bien buté. À gauche, dommage, il n'a pas trouvé le filet. Ah, mais il est quand même en position offensive. Pierre, par contre, il faut qu'il mette un peu plus d'intensité sur cette frappe. Allez, attention, Allez, attention le chilo. Voilà. Bien défendu. Voilà. Bien défendu. Il a été bien vigilant, Pierre Etcheverry. Il sait que Naro Ugarte ne va pas lâcher. Là, il s'est jeté sur cette pelote. Elle semblait difficile, mais il trouve l'énergie pour la relever. Il la lève bien et il a son physique qui lui sert bien. Pierre Etcheverry, il est grand. Donc du coup, il n'arrive pas à passer par-dessus Naro Ugarte et ça lui permet de marquer le point. On n'a pas écouté tes conseils, mon ami Philippe. Il n'a pas trouvé un petit jeune pour passer la sarpie. Hein. C'était pas un conseil, c'était une remarque. Objective et une bonne remarque. Je ne me permets pas de donner absolument. de conseils, mais tout se passe dans la meilleure ambiance ici. C'est une remarque. C'est vrai que ça pourrait être sympa que quelqu'un prenne la serpillière pour lui donner un coup de main à Christophe Sorondo. Voilà. Un petit arrêt, 21-17. Allez, Pierre Etcheverry entame sa course là. Le jeu reprend sous les applaudissements du public.
ça c'est bien serré. Le Chilo encore. Et le Chilo, ils ont trouvé le chemin du Chilo tous les deux. Avec bonheur pour l'instant, pour Ouais, Wignard. ouais, pour Pierre Etcheverry aussi tout à l'heure. À 2 reprises, ça lui a été favorable. Chilo qui a été un petit peu contraire à Mathieu Hospital hier soir. Ouais, il n'a pas eu de réussite, non, Mathieu. Ouais, quand on voit le résultat de la partie à la fin, on se pose toujours des petites questions. Après, un point n'est jamais comme un autre. Et avec des si, on aurait inversé beaucoup de parties. 18-21. Il regarde où se place. Il est encore un peu court, je trouve, Ougarté. Ouais. Par contre, sur la deuxième, il sert bien le jeu. Et il met en difficulté Pierre Etcheverry, qui n'arrive pas à se dégager de la gauche. On va avoir une égalisation encore, je pense, à cette rencontre. Ougarté, petit à petit, il creuse le sillon. Série en cours. Hein, c'est souvent agaçant de jouer contre des joueurs de ce type-là, parce que ce sont des joueurs, encore une fois, qui ne lâchent rien. On a la sensation, quand on joue contre ce type de joueurs, que on va pouvoir les dominer, on va pouvoir les prendre de vitesse. Et en fait, c'est rarement le cas. Et ça, il faut pas tomber dans le piège après de se dire que on n'est pas au rendez-vous. Il faut rester bien concentré. C'est un joueur qui est très difficile à manœuvrer, Einar Ougarté. Et il est dans son style. Voilà, tout à l'heure, on avait l'impression c'était fini la partie. Et puis, voilà, il revient à un point de l'égalisation. Ah ouais, et puis il a déstabilisé un peu Pierre, hein, parce que cette pelote qui était finalement en palette, il n'était pas bien positionné, Pierre. Il hésitait entre prendre la volée ou la laisser un petit peu au retour. Et finalement, c'est un point au but sans qu'il soit vraiment, sans que ce soit vraiment un but imparable. Il amuse un peu peut-être là. Hein, ouais, ça c'est pas très perspicace ça. Oh, il met sur la planche, il le remet dans la course. Ouais, il la loupe, il a voulu la poser. Il l'a posée aux palettes, malheureusement elle vient se loger. Ça joue un peu. Ça joue devant. Pierre, il faut allonger ce jeu. Voilà, il faut sortir de devant. Là, il va la ramener, Ignard. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait faire. Voilà. Non, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il faut. On joue dans le désordre. Un ouais, petit peu là. C'est pas tout à fait, c'est pas très technique. Bon, après, le principal, c'est de faire le caquio. Mais... on joue un peu dans le désordre, ouais, c'est clair. Alors, il faut essayer de ne pas oublier les fondamentaux pour Pierre Etcheverry. Bien serré à gauche, bien appuyer ses frappes, bien allongé. Pas tomber dans le jeu devant où il va falloir mettre beaucoup d'intensité dans le petit jeu. Là, on dépense beaucoup d'énergie. Voilà. 22-20, il n'y a pas eu une égalisation. Non, pas encore. Allez, c'est à Pierre d'en profiter peut-être là, en faisant un bon but. Il recherche son second souffle, Pierre, lui aussi. Ouais, il a été marqué par cet échange. Il fait plus chaud qu'hier aussi. Il amène, il fait plus chaud. Il fait plus chaud et Ougarté, il amène son adversaire dans le combat toujours. Lui, il cherche le combat. Il amène tout le monde dans les cordes. Il faut que voilà, il n'y a pas de points facilement gagnés ou peu en fait. C'est bien tapé, dommage, ça rentre pas pour Einar Ougarté, pour Pierre non plus. Ah, il est pris à son propre jeu, Einar Ougarté. Contre-amorti, on l'aurait dit, si ça avait été du tennis. Exactement. Amorti et contre-amorti. « 23-20 pour Pierre Etcheverry.
Trinquet s'est garni bien. Hein. J'ai l'impression que par rapport à hier, à la mémoire, il y a déjà un petit peu plus de monde. Ouais, peut-être un petit peu plus de monde. Les fêtes sont vraiment lancées. Elle n'était pas tout à fait. On dit qu'elle commence à 22 h le mercredi. Ça y est, le Trinquet est en rouge et blanc. Voilà. Un peu long peut-être ce but. Non, super. Voilà. Mauvaise appréciation de ma part. Et le 5e point direct au but pour Pierre Etcheverry. Un tempo sollicité. Ouais, je ne sais pas si c'est Etcheverry ou Garté qui demande le tempo. Je n'ai pas vu. Les deux me paraissent un petit peu Ouais, ils sont touchés, là, je vois, hein, quand je regarde l'écran de contrôle. Ouais, ils cherchent un second souffle. Est-ce qu'il y a une saison pour le tête-à-tête, Philippe? Parce que là, il y a eu beaucoup de parties en 2. On voit que le super prestige s'enclenche sur le championnat de France individuel au cours de l'hiver, décembre, janvier, février. Il n'y a pas trop de tournois tête-à-tête. Sinon, il y avait celui de Villefranche et Scolari qui devient par équipe cette année, mais c'était plus vers l'automne. Oui, en fait, ça avait été la volonté en tout cas de la fédération de créer une saison du tête-à-tête, parce que traditionnellement, depuis de nombreuses années, le super prestige se déroulait à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et puis ensuite, on a enchaîné sur le championnat 2-2 et ensuite sur le championnat tête-à-tête. Et en fait, la fédération, à juste titre, a inversé en fait, le calendrier. Et donc, on peut dire que la saison du tête-à-tête, c'est plutôt de la fin de l'année jusqu'au mois de février, à peu près, ou fin janvier. Je n'ai plus en tête la date de la finale. Mais voilà. Et donc là, on se retrouve à un moment de l'année où les joueurs, on l'a dit hier, jouent moins en tête-à-tête. Puisque, on va dire, 90% du temps, les joueurs jouent en 2-2. Donc voilà, c'est un paramètre qui est important aussi. Voilà, Inaru Garté, il a joué lundi à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2-2. Là, quelques jours après, il faut qu'il se mette dans la configuration tête-à-tête. C'est pas le même jeu. Ça peut avoir son importance. Il y a un entraînement spécifique, particulier, entre le tête-à-tête et 2-2. Oui, bien sûr, parce que l'effort est différent. C'est une évidence, mais on est tout seul dans le trinquet quand on est en tête-à-tête. Donc, il faut une meilleure préparation physique, il faut courir plus de terrain, il faut frapper plus de pelotes. Donc, ça demande une préparation adaptée. Voilà. Et c'est vrai que quand on a un tournoi à ce moment de l'année, mais c'est aussi. Les joueurs doivent s'adapter aussi. Hein. C'est une bonne idée, cette confrontation des deux finalistes amateurs et des deux finalistes élite pro. C'est une bonne idée. Parce que ça permet de confronter les joueurs aguerris et puis les nouveaux arrivants. Et c'est pas facile à gérer pour les joueurs en tout cas. Et oui, la pelote à gauche, c'est le jeu du trinquet. Ouais. 21-24. Un peu plus précis là, Inaru Garté pour serrer cette pelote. Et du coup, il arrive à marquer le point. Ouais. Michael Herald lui demande de changer la pelote. Il dit c'est pas la tienne, c'est la Niar. La finale amateur s'est tenue beaucoup plus près, si on peut le dire, parce que la finale amateur était la première semaine du mois de mai. Donc c'était quand même, je dirais, deux bons mois après la finale des pros. C'est vrai que tout à l'heure je faisais référence à la saisonnalité, mais on parle de la saisonnalité chez les élites pros, puisque effectivement en tête-à-tête, en amateur, il n'y a pas de tournoi, il n'y a que le championnat, et le championnat il se déroule après le championnat 2-2. Donc, Et on a eu une superbe finale à Magnon de Vincent Bidéondo contre Pierre Etcheverry. Et Vincent Bidéondo qui nous a gratifié d'un saut sur la planche merveilleux après le dernier point. Il lui restait, il restera dans les annales un petit peu cela. Il lui restait des jambes. Voilà. Et 22-24. Il lâche pas le morceau, Wignard. On le sait. Non, il va pas lâcher. Alors il nous donne l'impression que ça y est, c'est foutu. C'est le calvaire, c'est le chemin de croix. J'en peux plus, Mickaël. J'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il est là. Et là, il va essayer de faire ce point. Exactement. Pas le mur de droite, même s'il est un peu court. Ouais. Mais la pelote reste dans le 2. C'est son jardin un peu là. Pas réussi le pompe à charrer encore depuis le début de la partie. Il le cherche, il le tente. Allez. Voilà, c'est un petit peu mieux. Il faut essayer d'allonger le jeu
si possible, pour Pierre Etcheverry. Allez, il reprend le mur là. Pas très bien, mais. Allez, dégage cette pelote. Ah, il a accompagné plus qu'il a tapé cette pelote. Allez, Pierre. Ah, il fatigue Etcheverry aussi. Ouais. Il va faire le point. « 25-22, tout le monde est à la recherche de son second souffle. Tout le monde, ils sont que deux. Mais physiquement, je ne pense pas qu'il y ait l'avantage sur l'autre, hein, dans ce domaine-là. Non, je crois pas. J'ai pas la sensation. Ça pourrait se jouer plutôt sur la précision, sur les bonnes pelotes. Ouais, sur celui qui trouve les ressources pour résister à la fatigue et faire les bons choix et pouvoir les réaliser. Faire les bons choix, c'est une chose. Encore faut-il être en capacité de les appliquer. Etcheverry qui reprend sa pelote, si je me permets de leur dire. Celle qu'il a choisie. « 25-22. Pierre va buter. On bute à 10 mètres. Comme en championnat. Un peu court encore. Attention, le pain coupé. Ouais, ça c'est bien. Oui. Tranquille. Posé avec beaucoup de relâchement. Mais ça paye, il la pose au pain coupé. Et puis il a regardé, il est trop loin pour pouvoir récupérer cette pelote. C'était très propre, très juste, hein, sur le point de Pierre Etcheverry. Ouais, il refait un petit écart, 4 points. Qui suivait quelques petits points désordonnés. Celui-là était vraiment bien pensé. Ça, c'est un peu long, ça. Ouais, avec l'effet, peut-être elle va revenir, mais pas suffisamment. Oh, Ouais. C'est dommage ça, il a... Ouais. Dommage d'avoir le but et de perdre dès la première pelote le point au retour du but. Ouais, c'est un but qui était trop long, donc ça a été un beau retour. Il en a bien profité, il a regardé. Et Ignard qui reprend la pelote qu'il a choisie lors de l'échauffement. 23-26. 55 minutes de jeu. Et ma foi, bien malin, qui c'est qui pourrait pronostiquer le vainqueur de cette partie pour l'instant. Oui, on a l'impression que c'est assez équilibré. Ça va se jouer sur quelques détails, Philippe. Il n'est pas passé devant encore Ugarte, un peu comme hier à Hospital et Shimon Lambert qui ont couru après le score et qui finalement n'ont pas réussi à passer devant. Là, on verra si on est sur le même type de rencontre, pardon. Ouais. « 24-26. Ignarangange. À gauche. Ouais, c'est bien buté. Ouais. Pas le filet direct, mais bien buté quand même. Hein. On a un petit peu de retard au score. La marque sur nos écrans. Voilà. Merci pour la technique. On revient. Inar Ugarte 25 et Pierre Etcheverry 26. Égalité au nombre de buts. 5 chacun. 5 chacun. Ah, il se rapproche à part qu'il y a eu un faux de l'égalisation. pour Ignard. Est-ce que c'est le point qui fait la différence pour l'instant?
Allez, il faut appuyer ses coups là. Ce palette. Ça, c'est bien dégagé de la part d'Ougarté. Voilà, c'est bien joué. Il n'y a pas cru d'entrée Pierre Etcheverry. Il a hésité à allonger sa course. Et il redemande un tempo. Ah ouais. Pierre Etcheverry redemande un tempo. Et une autre égalisation depuis 13 partout. Il n'y a pas eu d'égalisation. Il recolle à 26, Ignare Ugarte. Ça rafraîchit la nuque, je vois. Ouais, c'est son papa. Ils sont touchés, les organismes. Son papa qui lui met une poche de glace sur la nuque. Alors il paraît que le meilleur endroit pour se rafraîchir, c'est de poser la poche de glace sur les carotides. J'ai vu ça à la télévision. Pendant le Tour de France, en médecin, non, c'était pas pendant le Tour de France. C'était à l'occasion d'un reportage sur les canicules en Espagne. Et en fait, le médecin indiquait que techniquement, je ne saurais pas vous dire pour quelle raison, mais que voilà, la pose de poche de glace au niveau de la carotide était le meilleur moyen d'obtenir un rafraîchissement. Voilà. Et ça pourrait avoir son importance dans cette partie. Oui, parce qu'il fait chaud. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Paul, les joueurs ils ont la température corporelle qui est déjà très haute. Et du coup, il ne faut pas se trouver en surchauffe et arriver à faire redescendre la température. Ça peut être un atout favorable dans les derniers moments de cette rencontre. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans les derniers moments, mais on a passé la moitié de la rencontre. Et du coup, il faut essayer de reprendre ses esprits pour tous les deux. Ignare au but, 26 partout. Il change son but. Il s'était positionné, mais c'est bien défendu de la part. Bien joué, bien arrêté. Voilà. Oui, de la gauche, presque sur la planche. C'était pas facile. Il avait bien retourné ce but, Pierre Etcheverry. Une pelote difficile pour Inaru Ugarte qui monte presque sur la planche et Pape, il arrive à l'intercepter, à la poser. Suffisamment pour empêcher Pierre Etcheverry de rattraper cette pelote après le premier rebond. Et du coup, il repasse devant. Inaru Ugarte, voilà, d'un petit point, rien de définitif, mais il repasse devant. 27-26, il n'avait pas mené depuis 13-12. Quand même un long passage où Pierre était devant. Et il n'a peut-être pas utilisé certaines pelotes dans ce passage toujours important entre 10 et 30. Hein. C'est là quelquefois que les parties se jouent dans le tête-à-tête. Là, il s'égare un petit peu sur la planche. Il aura une bonne pelote, Pierre. Bien joué. Oui. Il touche le pan coupé. Ouais, il est débordé. Ouais. 28-26. S'accrocher, Pierre, c'est pas le moment de lâcher là. Ouais, il marque le coup, on dirait un petit peu. Pierre Etcheverry, il a tout à l'heure demandé un tempo alors qu'il en avait déjà eu un assez peu de temps auparavant. Ça veut dire que physiquement, il puise. Et ça se traduit au score avec Ugarte qui prend 2 points d'avance, 28-26. Il n'a pas voulu reposer devant Ignare. Il n'a peut-être pas vu que Pierre n'avait pas bougé de la ligne de but. Altar. En train de basculer cette partie, non, Pierre? Tu n'as pas l'impression 29-26 là? C'est surtout ce que nous démontre Pierre Etcheverry physiquement qui me fait penser que peut-être Ignare a les clés de ce parti en main. Il a un mauvais passage en tout cas, il est dans le dur un peu là. Il subit Pierre Etcheverry. Alors c'est encore la partie, il reste encore 10 points à faire, mais dans
communication non verbale, si on peut dire ça. Pierre, il envoie des signes de fatigue. Et du coup, Iñárritu Ugarte, lui, il se refait un peu la cerise progressivement. Ouais. Il a du métier, Iñár. Hein. Il n'est pas né de la dernière pluie. Ça c'est bien, il faut allonger, ça c'est bien. Ah, c'est Ouais, la base, mais il faut allonger le jeu, il faut toucher cette planche, se mettre en position de pouvoir conclure assez rapidement. Allez, il faut lui souhaiter à Pierre de trouver de puiser en lui pour pouvoir revenir. Et deux buts juste déjà, hein, pour Ouais. commencer, hein, parce que sur ces 2 derniers buts, il a été pris dès le retour du but. Ouais, il veut allonger le but, il a encore suffisamment de puissance, suffisamment de force pour pouvoir arriver au filet du fond. Bah, il faut le maîtriser, il ne faut pas mettre tout ce qu'il a parce que la pelote elle était se loger sur la planche du fond et puis du coup c'était une belle pelote derrière pour Iñárritu Ugarte. Allez. Ah, ça c'est pas mal aussi, ça varie. Il était gourmand, Iñár, là, un petit peu. Ouais, il était un peu en retard, mais il était pas. Au moins, la mettre à bord, je veux dire. Il était pas loin. Je ne sais pas s'il a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire derrière? Il est quand même. Il a voulu la poser juste au-dessus de l'arrêt, je pense. Je sais pas. En tout cas, c'était bien fait par Etcheverry, mais il est là quand même, Iñárritu Ugarte. Cette pelote, elle est bien posée, mais il fallait qu'elle soit bien posée parce que sinon, il était présent. Le représentant de la province de Biscaye. Pierre Etcheverry, licencié à Rabatia, mais qui avait fait le championnat pour Walden l'année dernière avec Thibaut Bidard. En place libre. En place libre. Il a fait le championnat Trinqué, avec Antoine Amulé, qui était Antoine Amulé pour Saint-Palais. Ouais. Allez, il faut serrer le jeu là maintenant. Ouais. Pas coupé. C'était juste. Il n'y a pas de réussite. Ugarte, il pensait qu'elle allait se loger au filet, mais elle ressort. Allez, une opportunité pour Pierre Etcheverry. Ça, c'est pas mal. Il n'est pas suffisamment levé, du coup. Il manquait pas grand-chose hein, pour un filet direct. Allez, il faut qu'il le conclue ce point-là. Voilà. Voilà. Adrémy, Iñár. Le ciel me tombe sur la tête. 29 partout, encore une égalisation. Ouais, c'est une rencontre qui va être disputée jusqu'au bout. Deux joueurs qui lâchent rien. Pas l'impression que ce soit un tempo, mais on prend quand même son temps avant de rebuter. Ouais, la partie va démarrer principale plus tardivement qu'hier. Ah, ça c'est bien. Bien buté, le mur de droite. C'est payant pour Pierre Etcheverry qui prend l'avantage. 30-29. Très important, hein, de le souligner, Philippe Pierre, en mano à mano, le but et le retour du but. Hein. Surtout là, quand on est à égalité à 30. Oui, les grands joueurs ont toujours construit leur victoire sur un but, hein, toujours. C'est pas mal ça aussi. Oh, c'est dommage, c'était pas loin du filet. Bien tapé ça. Il arrive à trouver l'énergie pour la remettre. Ça, et là, bien. C'est le filet. Ouais, ça c'est bien. Le deuxième filet, très bien. Ça c'est bien. Il a bien dégagé de la gauche. Ça a obligé Iñárritu Ugarte
faire un gros effort pour la relever. Et puis une deuxième belle pelote dont il a bien profité, Pierre Etcheverry. Voilà, par-dessus l'épaule, vers le filet. Bien exécuté. Allez, il faut enchaîner sur ce rythme-là si c'est possible pour Pierre Etcheverry. Allez, il faut inciter allongé. Voilà. Allez, posez maintenant. Attention. Voilà, bien. Il a été bien vigilant. C'est une pelote qui arrivait, qui était difficile à maîtriser. Une pelote tombante et il a été bien vigilant, Pierre Etcheverry. Il a regardé, était resté au fond et puis la pose très très bien. Allez, il reprend les devants quand même de 3 points, hein, 32-29. Voilà, tac, on le voit. Le rafraîchissement sur la nuque, peut-être il a touché les carotides un peu en passant. Peut-être. Ignare, elle n'a pas l'air beaucoup plus fringant maintenant. Hein. Mais comme tu le disais, avec Ignare, on ne sait jamais. Ouais, en tout cas, ça fait 3 points d'avance maintenant pour Pierre Etcheverry. On avait la sensation qu'il était un petit peu mal engagé là. Il s'était fait rejoindre, il avait pris 2 points de retard et il a su corriger la situation et reprendre 3 points. C'est pas mal ce but. À la limite de... Attention. Ouais. 30-32. Yon Saint-Paul qui est arrivé, qui nous a fait un petit coucou de loin. Aujourd'hui, ce sera le beau Tiro d'Eñaut Echeverría, puisque Eneco de Paredes est indisponible. On lui conseille beaucoup Eñaut. Et on rappelle que Yon et Eñaut Echeverría ont été champions de France amateurs. Ouais. Voilà, je tiens l'information de Chad Parachu et de Philippe Bilbao, qui sont les coachs habituels de Baptiste Cassou. On dit ce soir, puisque Baptiste joue avec Eñaut, ce sera Yon qui sera présent au filet du fond. Et pendant tout le championnat, c'était Eneco de Paredes, le brillant joueur de Petit Gant d'Arnaud Itarac, qui était en finale au robot à Yoko Garbi derrière pour la Ligue du Pays Basque et que je salue. Allez, Pierre, tu es en position offensive là. Ah, c'est énervant ça. Ah. C'est énervant parce que il a la main et l'autre il fait que remettre et il arrive à toucher l'angle. Allez. Il est toujours devant. Il faut garder son sang-froid. Il le fait bien d'ailleurs, Pierre Etcheverry. 31-32. Ça va être palette. Carambolé un petit peu ce but. Ah, ça c'est bien bien relevé. Ouais, c'est le, ouais, Bien le point. relevé. Bien, Pierre. Ouais, le retour était bon. C'est bien ça. C'est bien buté de la part de Pierre Etcheverry. Ça marque. Court à gauche, dépassant juste le poteau rouge. Et du coup, il reprend 3 points d'avance. Il se rapproche, Pierre Etcheverry. Petit à petit, c'est pas facile.
Allez, on varie direct au filet des fonds. On va reposer devant, je pense. Ouais. Et il n'a pas très bien touché le paret. Le petit mur. Ouais. Il est puni. Il est puni. Il est puni, c'est le geste qu'il fait. Pierre Etcheverry, il dit j'ai pas touché le palette. Après, c'est vrai que. Bon, il aurait peut-être aussi pu la claquer très fortement parce qu'Inaru Garte il est venu à toute vitesse. Et si Pierre avait frappé cette pelote, il aurait très, très certainement surpris. Bon, voilà, il faut faire les choix en quelques secondes, hein, en quelques fractions de secondes même. Il faut se décider sur le coup et puis voilà. Toujours. On rentre pratiquement dans le money time là. Hein. C'est ça. Les Tokyo valent très cher. On se rapproche. 32 pour Inaru Garte. 34 pour Pierre Etcheverry. Hop, attention ce but. Ah oui, il y a un peu de... Voilà, et contrairement à Pierre avant, là il a touché le palette. Voilà, là il le fait bien. Donc ça permet à la pelote d'être freinée. Et puis ben, c'est impossible pour Pierre Etcheverry d'arriver suffisamment tôt. Il y a un peu de réussite là, Inaru Garte, parce que c'était pas ce but qu'il voulait faire. Il voulait buter à gauche et il a eu peur que la pelote monte sur la planche. Et puis finalement, il a touché le mur de gauche. Ça a obligé Pierre Etcheverry à frapper avec la main gauche. Et du coup, ça lui a donné l'opportunité. Par contre, après, le geste parfait, il arrête bien à Pugno en touchant le petit palette. Et du coup, ben, c'est le point et il revient à un point justement. C'est bien ça. Ah, il faut insister, serrer bien Pierre. Voilà. Aïe, le palette, dommage. Il aurait pu l'arranger un petit peu mieux, celle-là. Ouais, les joueurs sont fatigués. On sort pas du droit, là. Non. Philippe. C'est celui qui va arriver à être précis en premier, qui va remporter ce point. Et voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Il a mis de l'intensité. Il a frappé cette pelote, Pierre Etcheverry, avec la planche. Et du coup, elle prend de la vitesse. Et puis, il a regardé justement. Il ne réussit pas à renvoyer cette pelote. « 37-33. Rien n'est joué, mais il vaut mieux toujours être devant. Comme aurait dit la palisse. Ouais. Ouais, toujours le but au filet du fort. Voilà. Ouais, il n'a pas voulu apprendre à la bouler, c'est Non. pas long, Tignard. Il a laissé aux palettes. Par contre, il n'a pas fait l'effort de se décaler, de bien avancer pour aller chercher cette pelote. Mais tous les efforts maintenant sont plus difficiles. Les jambes sont lourdes. Et ça fait un point de plus au but pour Pierre Etcheverry. « 36-33. » Voilà. Allez, Pierre. Est-ce qu'il va varier son but? Est-ce qu'il va rechercher de nouveau le filet du fond? Non, par le mur de droite. Voilà, Dans la marge pour amener Ignard. Toujours en position d'attaque, Pierre. Notre tableau de marque qui annonce 35-33, mais c'est bien 36 pour Pierre Etcheverry et 33 pour Inaru Garte. Voilà, c'est le point ça. Tac, bien joué sur le pan coupé, sur le chilo, pardon. C'est le pan incliné du chilo qui permet à Pierre Etcheverry de marquer le 37e point. Il tire la langue, Pierre Etcheverry, ouais. C'est dur. Ouais, mais il a planché un peu mieux que Ignard, hein, sur les 2-3 derniers points, c'est qu'il lui a permis d'avoir des pelotes pour tirer le point.
Ah ouais, il arrive, voilà, il force Ugarte à jouer avec la main gauche. Voilà, il insiste. Et du coup, après, il est en bonne position pour conclure. Il profite bien de l'opportunité qui lui est offerte. Et du coup, plus que 3 points pour Pierre Etcheverry pour rejoindre Vincent Bidiondo dans cette finale du tournoi des Fêtes de Bayonne. Aïe, voilà. Ouais. Et on se dirige vers une probable de finale du championnat de France amateur. Ouais, Les amateurs ont pour l'instant. Ils prennent le dessus. On va oui. voir si ça se confirme. Pierre Etcheverry n'a plus que 2 points pour conclure. Et retrouver Vincent Bidiondo dimanche matin à 10h. Exactement. Pour venir bonheur dimanche au Trinquet. Hein. Levé de rideau intéressant à 10h. Et pour être bien en place, vu la foule attendue. Je dirais un petit peu comme chaque année à la même époque. Hein. Mais à Bayonne, c'est la partie de l'année. Oh, il est parti avec la gauche. Oui, oui. Ouais. Des gestes d'humeur, Inaru Ugarte. Ouais. Et, mal positionné là parce que ouais, la rampe de la droite. Hein, mais... Ouais, elle est difficile, elle vient vite, elle est bien butée de la part de Pierre Etcheverry et puis fait pas l'effort suffisamment de se tourner, Inaru Ugarte, ou même d'avoir suffisamment de rigueur pour la sortir. C'est allez, on applaudit. 6 balles de match, si on se permettait de dire ça. Pour Pierre Etcheverry, il ne faut pas tarder à conclure. Et voilà. Et non. Et non. Oula. Je croyais que c'était terminé. Voilà, ça c'est bien. La planche. Allez, là il y a l'opportunité. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Magnifique. 44-33, Pierre, c'est le même score qu'hier. Exactement. Hein, pour Vincent face à Yon Saint-Paul et pour Pierre face à Inaru Ugarte. C'est très bien. C'est très très bien. Il est content, Pierre Etcheverry, c'est normal, ça récompense ses efforts et donc on se retrouve avec en finale 2 amateurs. On avait une confrontation professionnelle contre amateurs et ce sont les 2 amateurs qui sortent vainqueurs de ces 2 rencontres. Ils ont justifié leur invitation. Tout à fait. À ce tournoi tête-à-tête qui était très très intéressant. Et les 4 Pelotari vont vite rentrer pour se chauffer. Je vois qu'ils sont prêts derrière. Donc, deuxième demi-finale maintenant. Il a jeté ses poignets, Ignard. Un petit peu contrarié. Il se dit, ouais, je perds contre un amateur. Et non, c'est la pelote, c'est le sport. Savoir gagner, c'est très bien. Savoir perdre, c'est plus dur. Mais c'est encore mieux, je dirais presque. Savoir perdre... C'est compliqué des fois. Ouais, mais c'est aussi dans ces moments-là parfois qu'on arrive à construire les victoires de demain. Hein. Celui qui n'arrive pas à tirer les conclusions de ses défaites, de trouver une opportunité de progresser, ben, il est ralenti. On voit que Pierre Etcheverry qui salue ses supporters. C'est très très bien pour ces... Je ne vais pas dire ces 2 jeunes parce que Yon Saint-Paul n'est pas beaucoup plus âgé que Vincent Bidiondo. Hein. Non, c'est clair. Mais pour évoluer à ce niveau, on a une petite ouverture, hein, on le rappellera. Yon Saint-Paul, il est plus jeune que Vincent Bidiondo. Exactement. Voilà notre ami Chala qui est en photo aussi en famille. Et Neko Maïs qui est le premier des 4 protagonistes à rentrer dans la cancha. Alors on va s'intéresser à cette deuxième demi-finale. Philippe, comme tu l'as dit très justement, les pronostics vont en faveur de Inaru Etcheverry et de Baptiste Ducassou. Maintenant, on sait que dans le sport et particulièrement dans la pelote, rien n'a jamais joué. On va payer Yuki Chandut qui se chauffe devant. C'est peut-être lui qui détient les clés de cette partie. On va dire. On verra. On verra. Il en a une en tout cas. Il a une des clés de la partie, ça c'est sûr. Joueur très complet, très joli, boulet haute, virevoltant.
Eneko qui a quelquefois quelques soucis avec ses mains, comme beaucoup de joueurs de pelote. Eneko qui devient quand même maintenant, je dirais, un joueur de 2 à 2, Philippe, parce qu'on l'a souvent vu dans les compétitions en tête à tête. Hein. Et je vous rappelle, il est de la génération de Luis Sanchez, ils sont de la même année. Et quand ils étaient jeunes, ils faisaient les champions du monde de moins de 20 ans, moins de 22 ans, c'était Eneko le titulaire en tête à tête et Luis jouait en 2 à 2. Les choses se sont peut-être inversées par la suite. Mais il est toujours resté dans cette configuration, Eneko, de joueur de tête à tête. Je vois souvent au club d'Andayarac, aux licenciés, il ne participe pas au championnat amateur par équipe, contrairement à Iki Siarousta et Ignace Ugarte. Ouais, il a participé, je crois, mais avec quand même moins de réussite et certainement à cause de ses mains qui ne lui avaient pas permis de jouer au tout haut niveau. Mais effectivement, en tête à tête, il a été champion de France, il a été champion du Pays Basque, champion de France en amateur. Déjà en 2018 à Barcelone, il était en finale contre Baptiste Ducassou. Hein. Ouais. Non, c'est un joueur. Là, il vient dans le 2 à 2. Alors, pour son premier championnat groupe A, c'était très bien. C'était la paire ibérique, Igualdé, avec Luis Sanchez. Oui, forcément. Ça va toujours être intéressant pour les organisateurs de jouer aussi la carte de l'opposition. Il a fait son trou quand même. Eneko Maïs, petit à petit, il a fait son trou voilà, en étant finaliste du championnat. Il arrive à faire son trou. Il y a des places à prendre de toute manière. Il avait gagné le tournoi pro Escoulari, son premier tournoi en pro l'année dernière. Alors on va relativiser parce que Luis Sanchez, Baptiste Ducassou, Péo Laral de Mathieu Hospital ne faisaient pas ce tournoi Escoulari. Mais il avait éliminé Chimon Lambert, qui est quand même un joueur d'expérience en demi-finale, avant de battre et de dominer en finale Makino Soumendi. Mais c'est vrai, on le voit de plus en plus, on lui fait confiance, hein, c'est un petit peu normal. Exactement. Et je dirais presque qu'aujourd'hui, finalement, Eneko Maïs et Peyo Kishadut, ils auraient la perte dans cette partie. Ils peuvent se libérer d'entrée, jouer sans pression. Bien sûr, les Baptiste Ducassou et Ignace Echeverria sont clairement favoris. Ce sont les champions de France en titre. Et du coup... On salue notre ami Makino Soumendi, le maître de la bourse là-haut, et qui va nous organiser son tournoi à Béguéos. Toujours un passage très sympathique, ce tournoi à Béguéos, le premier dimanche de septembre. Ignace qui avait ressenti une petite pointe d'un inducteur au trophée Brenac, mais qui, je crois, est totalement rétabli. Aussi, il a franchi un palier, on dira Ignace. Il a mis un an ou deux. On se rappelle que pour son premier tournoi chez les grands avec Luis Sanchez, ils avaient battu au Master Beria Sparin les frères Peyo et Bichette Laral, qui étaient champions de France en titre dans leur année. C'était il y a 2 ans. Parti qui avait un petit peu lancé la carrière d'Ignace, qui a eu 2-3 blessures qui l'ont un petit peu coupé dans sa progression. Mais là, cette année, il fait partie incontestablement des 4 meilleurs avants et il a été pris pour tous les masters, ce qui est bien logique. Ah oui, c'est le champion de France en titre et il a su montrer qu'il fallait compter avec lui dorénavant. C'est vrai qu'à une époque, il a pas mal enchaîné les blessures qui ont freiné sa progression. C'est aussi un surdoué, Ignace Echeverria. Très beau joueur, très fin. Et là maintenant il est en pleine possession de ses moyens, il est à maturité, Ignace, et il a été récompensé par le titre avec Baptiste Ducassou. Et là c'est l'opportunité pour lui, alors faut pas penser à la finale avant de jouer les demi-finales, mais c'est malgré tout aussi l'opportunité pour lui de pouvoir faire le doublé, le championnat, le master. C'est vrai. Alors, chaque chose en son temps, il faut d'abord gagner aujourd'hui. Mais ce sont 2 joueurs ambitieux et bien sûr qu'ils y pensent. Baptiste qui est en pleine forme, qui sort d'une finale magnifique à Arcangou avec Eneko Maïs. À l'issue de la finale, ils avaient battu Péo Laral et Chimon Lambert. Et demi-finale aussi contre Mathieu Hospital et Andoni Ipar. Il y avait eu un petit
je dirais pas un passage à vide, parce que quand on connaît Baptiste, même dans son niveau moyen, il est toujours compétitif. Mais après l'obtention de ce titre, derrière lequel il courait quand même, ça fait maintenant 10 ans qu'il est pro. Et il y a eu comme genre de, on va pas appeler ça relâchement, peut-être des compressions peut-être. Hein, Ouais, on a trouvé je sais pas. moyen à Anglet, moyen à Dax. Et là, vraiment, depuis le Master d'Asparer, il est revenu à un très très bon niveau. Après, Baptiste, Saison exceptionnelle l'année dernière où il a tout gagné en tête-à-tête sur le championnat de France, le championnat du monde dans la même journée. Je crois que dans une carrière, on a marqué 2 fois champion du monde dans la même journée. Oui, un tête-à-tête en 2-2. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein, ça n'arrivera pas souvent, certainement. Il y en a eu peut-être par le passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, à main nue, c'était assez difficile. Alors bon, malheureusement, la partie de tête-à-tête avait été écourtée suite à la blessure de Luis Sanchez. Et du elle a coup, modifié celle du soir aussi. Et elle a modifié forcément, puisque Luis Sanchez avait. L'entraîneur espagnol avait prévu d'aligner Luis Sanchez à la fois sur le tête-à-tête et à la fois sur le 2-2, comme l'a fait d'ailleurs Manu Martirena, hein, puisque Baptiste, après avoir gagné sur KO, si on peut dire, le matin, le titre tête-à-tête, il a également joué la finale avec Peyo Laralde. Aucun risque pris par le sélectionneur national Manu Martirena qui voulait assurer en quelque sorte. Et puis ouais, ça aurait fait un petit peu désordre de perdre à la maison, je dirais, le titre en trinqué qui est quand même notre spécialité numéro 1 à main nue. Oui, elle est redevenue parce qu'elle est restée longtemps. C'est vrai. Elle est restée longtemps chasse gardée. Les Sud-Américains nous ont fait quelques misères. Et les Espagnols sud-américains notamment. Cubains et Mexicains réunis. Cubains et Mexicains, mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, le règlement de la Fédération internationale ne permettait pas d'aligner les meilleurs joueurs, ni français, ni espagnols, ni les joueurs représentant la France ou représentant l'Espagne en tout cas. Ça a été corrigé à l'occasion des championnats du monde de Barcelone, donc avec la présence notamment de Baptiste Ducassou, Peyo Laralde, Bichincho Bilbao. Et quand on a nous présenté nos meilleurs joueurs, voilà, là, ça a quand même changé la donne. Donc, je reviens sur cette finale à 2-2 à Sparren, malgré le forfait de Luis Sanchez. Et là, je reviens à Neko Maïs. Il avait fait un très très bon début de partie. On jouait en marche en 15. Hein. La première marche avait été quand même relativement accrochée, puisque on lui menait, je crois, 9-6 de mémoire et même encore 10-8. Il n'avait perdu que 15-11. Il avait joué avec Lukin, qui remplaçait Luis Sanchez. Bon, la deuxième marche avait été plus simple, je dirais, pour le joueur. Mais Neko Maïs avait montré, et beaucoup de gens s'y la sortie. C'est dommage que Luis n'était pas là, bien sûr. Mais il n'avait pas été débordé par les événements. C'est là où il avait vraiment montré qu'il pouvait jouer à 2-2. Hein. Il avait crânement joué sa chance. Il avait été très très offensif. Donc il avait gêné Baptiste Ducassou et Peyo Laralde parce que sur toutes les opportunités, il prenait sa chance, il tirait le point et ça avait pas mal marché. Alors on va pas dire. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça avait déstabilisé Baptiste et Peyo, mais il avait fallu le temps de construire la partie, voilà, de ne pas s'affoler. Il l'avait fait parfaitement, nos représentants, ils ne s'étaient pas affolés, ils avaient construit la partie. Et à la fin, ils avaient été justement récompensés par le doublé pour Peyo Laralde, puisque Peyo Laralde était déjà champion du monde en 2018 à Barcelone avec Bichincho Bilbao. Et pour le troisième titre, du coup, pour Baptiste Ducassou, qui avait gagné déjà en tête-à-tête à Barcelone et qui du coup a fait le doublé par équipe et en individuel. C'est vrai qu'un peu aussi, ce qu'on peut noter aussi, c'est que justement du côté du continent sud-américain, l'adversité est moins élevée que les années d'or de Waltari, de Loquillo, de Raúl Saldana, de Zea, de Raúl Saldana, de Pedro Santamaria. Voilà, ça c'était les années d'or de la main nue au Mexique et à Cuba. Et on a eu également Orlando Diaz et Martin Cabello qui avaient quand même battu au championnat du monde de Sinacantepec dans la banlieue de Mexico Peyo Laralde et Antion Amulé dans une finale d'anthologie qui s'était jouée en manche et où les Mexicains avaient trouvé les ressources et notamment Martin Cabello qui avait fait une partie énorme et qui avait trouvé les ressources pour battre Peyo Laralde et Antion Amulé qui allait être champion de France assez rapidement en élite pro 1 ou 2 ans après. Donc la performance elle était quand même au rendez-vous. Et aujourd'hui les remplaçants mexicains
et cubains, ils sont moins fringants. Même si on a vu un joli arrière mexicain dont j'ai échappé. Mundo Campo, absolument. J'ai échappé son nom, mais qui avait. Mundo Campo. Voilà, Asparen, au Master, Berria. Ouais, exactement. Et qui avait été assez intéressant aussi pendant les championnats du monde au Trenque Berria également. C'était. Il y a eu la venue aussi de David Alvarez, alias Stitch. Et je sais que Baptiste m'avait dit que je crois que c'était à Guadalajara peut-être, un championnat du monde ou Coupe du monde. Il s'en était vu un petit peu. Il s'en était tellement vu qu'il avait gagné d'un point, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et ça devait être, si je ne me trompe pas, ça devait être en 2015, je pense, championnat du monde à Sinacantepec en 2014 et Coupe du monde à Guadalajara en 2015. Et David Alvarez, qui est quand même champion du monde en tête-à-tête, en mur à gauche, qui a battu l'ancien Julen Retegui, le fils. Julen Retegui, Julen Retegui qui a fait une très très belle carrière chez les professionnels, et notamment en tête-à-tête. Et David Alvarez, il a créé la surprise à Plaza Berry en étant champion du monde. Il perpétue la tradition mexicaine, parce qu'il y a, même si là il y a un passage qui est un petit peu plus difficile, mais il y a une grande tradition de pelote en général et de main nue particulièrement au Mexique. Alors, pour avoir discuté un petit peu avec lui lors des championnats du monde, il aurait pu aussi, pourquoi pas, jouer le championnat individuel en trinqué, mais dans sa pensée, très franchement, il m'avait dit battre Luis Sanchez et Baptiste Ducasso, il se voyait peut-être que la médaille de bronze en trinqué, alors qu'il pensait avoir sa chance, et il l'a eu, puisqu'il a eu le titre en mur à gauche, et il avait privilégié le mur à gauche au départ du trinqué. Oui, parce qu'aussi c'est sa spécialité numéro 1, le mur à gauche. À David, c'est un joueur qui a d'abord joué en mur à gauche et qui ensuite est venu un peu plus tardivement au trinqué. Il était sur sa discipline de prédilection, et il a été bien inspiré, puisqu'il a été récompensé avec le titre de champion du monde en tête-à-tête, ce qui est une sacrée performance. Et là, il participe, je crois que ça a déjà commencé, ce sont les Jeux panaméricains. Très très important pour ces nations, parce qu'il y a la pelote qui est comprise dans les Jeux panaméricains. Si elle n'est pas reconnue aux Jeux olympiques, elle est aux Jeux panaméricains. Et quelle que soit la médaille d'or dans la discipline, il y a toujours une belle prime pour le sportif, quelle que soit sa spécialité. En suivant les masters du Berria, donc Noche Campo et David sont repartis pour préparer ces Jeux panaméricains. Ouais, ça nous paraît un peu lointain, mais les Jeux panaméricains, c'est un événement sportif majeur, et où la pelote trouve toute sa place. C'est une belle reconnaissance pour la pelote. Ouais. Chauffement continu. Je pense encore pendant 5 bonnes minutes. On va voir si les outsiders vont prendre le taureau par les cornes pour d'entrée jouer clairement leur chance. Alors, Baptiste qui est sorti du trinquet se refaire un pansement. Non, il n'est pas sorti. Il est au fond. Il est au pied du fond. Ah, d'accord. Je voyais en train de un polo rouge et blanc à gauche. Ouais, je ne distinguais pas le visage. Je le vois mieux là sur l'écran de contrôle. Ouais, il est en train d'ajuster ses pansements, sa protection. Ah, c'est le grand point pour ça. Ouais, il a été à bonne école. Ouais. Il a été à bonne école, Baptiste, pour la protection des mains. Avec Papy Laduche. Avec Papy Laduche, qui était un métronome sur la protection, et qui a partagé tout son savoir avec de nombreux joueurs, avec Yves Salaberry, Chala, avec Baptiste. Il y a Pio Guichadu, notamment dans ce groupe R, avec Papy, je le souvenir, et Mathieu Hospital.
Et Ouais, Malignac, c'était- Michael Vermandra, il y avait Voilà, un joli groupe. Hein. Hein. Ils étaient nombreux à être encadrés par le regretté Vampy. Maître en la matière. Ouais. Allez, ça va pas tarder maintenant. Il est 8h15, ça fait un peu plus d'un quart d'heure, je pense que les joueurs se chauffent. Christophe Sorobo va venir les appeler pour la présentation des joueurs. Peut-être encore 1 ou 2 minutes. On voit que les avants essayent de se régler un petit peu au but. Choisit les pelotes. Il y en aura 4 en jeu, c'est le moment. On salue notre ami Steph en passant qui nous a mis une ambiance de feu hier soir. Il nous fait tout, Steph. Il compte les points, il nous fait passer une bonne soirée. On l'apprécie beaucoup.
joueurs qui reviennent sur la cancha. On va entrer dans le vif du sujet, Philippe. Ouais. Le but sera pour Eneko Maïs. Et on va vite être fixé sur, je dirais, les choix tactiques des 4 joueurs. Ouais, c'est surtout la stratégie qui peut être mise en place par Eneko Maïs et Peyo Guichanut qui va être intéressant à suivre, hein, puisque bon, Baptiste Ducassou et Ignacio Echeverria, eux, ils vont dérouler. Maintenant, les bons choix, ce sera pour Peyo Guichanut et Eneko Maïs. Comment arriver à mettre un grain de sable dans la belle mécanique du Cassou et Echeverria. Qui a été bien huilé pendant le championnat, cette mécanique. Ouais. Et du coup, comment faire pour... Se connaissent un petit peu, Eneko et Peyo. Ils ont fait ensemble le tournoi d'Armée de Narit. Ça doit être jusqu'en finale, où ils s'étaient inclinés face justement à Ignacio Echeverria à non-Ipar. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore un niveau un poil un petit peu plus élevé. Oui, c'est sûr. Parce que Vakikia Ducassou est redevenu là-bas numéro 1. Français, on le savait. Alors on disait que peut-être il y avait match avec Luis Sanchez, mais là, en ce moment, c'est quand même lui qui domine les débats. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit tout à l'heure, Philippe, en disant que la pelote, ça commence derrière, contrairement au rugby où ça commence devant. Et là, on a en mettre à la matière à la personne de Baptiste Ducassou. Ah oui, c'est sûr que Baptiste, il sait poser le jeu, il sait mettre son partenaire dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer. Et puis, le cas échéant, quand c'est nécessaire, prendre aussi la direction des opérations. Et il sait être décisif aussi, Baptiste. Il a une grande palette de coups. Il peut tout faire, il sait tout faire, Baptiste. Allez, Eneko va engager, c'est le premier but. Dès ses premières pelotes, Baptiste a juste des belles planches. Ouais, il alterne le jeu.
offensif. Peyo, dès qu'il en a la possibilité, ça n'a pas payé. Et Baptiste était bien vigilant. Un premier point bien disputé. Une belle planche, il éloigne le jeu. Bien tapé. Oui. Voilà, bien tapé. C'est un bon finisseur aussi, Neko Maïs. Il avait une belle pelote, il en a profité. C'est Peyo Guichandut qui lui a permis de conclure le point. Il avait bien appuyé sa planche. Attendez, il a fait reculer Il a eu Baptiste. un petit peu de difficulté à la remettre. Une pelote qui était près du mur. Parce que dès le premier point, Et je il en voyais profite. Baptiste bien planté dans le 2, dans le 3, prenant la partie à son compte, réclamant des pelotes, comme il le fait toujours. Et là, comme tu le dis très justement, Peyo l'a éloigné un peu du frontis avec cette planche millimétrée. Second but pour Neko Maïs. C'est pas mal ça. Ça touche pas le filet. Baptiste qui le lit très bien et qui tourne comme il faut. Ça va monter cette pelote. Ouais. Elle va aller au pas coupé. Bien tapé ça. Ouais. Bien tapé, il surprend. Ça ne rentre pas dans le filet, mais ça surprend Peyo. C'est l'entre-deux, un petit peu. Hein, Oui, exactement. Entre deux qui ne s'est pas mis dans le filet, mais qui a été bien ajusté, qui a gêné Peyo Guichandut. Et on voit tout de suite aussi Baptiste qui sert très bien le jeu et qui force Neko Maïs à beaucoup jouer avec la main gauche. Ça, c'est déjà un signe. C'est que Baptiste, il est suffisamment. Il sert très bien le jeu. Et forcément, avec la gauche, de temps en temps, on fait quelques points. Mais quand on est avec la gauche, on a plutôt tendance à ouvrir le jeu à l'adversaire. Et ça fait déjà pas mal de pelotes tapées de la main gauche par Maïs. C'est le premier but de Niaout. Bien tapé ça. Bien tapé. Et bien défendu par Peyo. Voilà, bien. Il avait bien lu la trajectoire de la pelote, Peyo. Mais Baptiste trouve le chilo et la pelote elle change de direction. Et Neko Maïs qui s'était orienté vers la droite, il a été surpris par cette pelote qui touche le chilo et qui va sur la partie gauche du trinquet. Bon but, mais c'est bien. Peyo, il est bien présent. Ouais, cette pelote a été difficile, elle tombait. Et toujours pareil, hein, Baptiste et Neko Maïs, pour l'instant, il joue qu'avec la gauche. La tête presque dans le filet. Attention, le pan coupé. Il attaque bien dans les jambes. Voilà. Ouais. Ça paye. Tout à l'heure, on réfléchissait ou on posait la question de quelle allait être la tactique de Maïs et de Guichandut. Bon, indéniablement, ils vont peut-être plutôt essayer d'aller chercher Ignacio Echeverria fort dans les pattes en bas. C'est toujours difficile pour un avant qui est attaqué en bas. C'est une position qui est très inconfortable. C'est sûr qu'ils auront Et là, on l'a vu. Ouais, pardon, de couper, mais ils n'auront plus d'option de faire le point là que sur Baptiste. Hein. Ah, il faut alterner de toute manière. Bon, il a l'air bien disposé pour l'instant. Peyo Guichandut, il est bien rentré dans la partie. Ah, oui. Bien longé à gauche. Ouais.
Alors Eneko, est-ce qu'il va rechercher la paroi de verre au but? Non, direct au fond. Il bute tout droit, sans difficulté pour Baptiste. Ouais, il ne se replace pas suffisamment rapidement là, Eneko Maïs. C'est dommage. Il avait une pelote avec le palette, il aurait pu mieux en profiter. Cette pelote là par contre elle tombe, elle est très très embêtante pour Baptiste. La paroi de verre, c'est toujours un petit peu plus difficile à évaluer le moment où elle va toucher la paroi que dans un mur traditionnel. Et ça gêne Baptiste et c'est le point pour Eneko Maïs. Et 4-2, si ça peut un petit peu les encourager. Hein. C'est pas le plus mauvais des départs, c'est bien buté. Ouais, c'est même très bien buté, avec beaucoup de précision et de la vitesse. Un bon départ pour Eneko Maïs et P.O. Guichandut qui rentrent bien dans la partie. Ils ont l'étiquette d'outsider dans le dos, alors que Batit et Niato ont l'étiquette de favori. Et encore un but, voilà, c'est ça. Il est gêné par le but, Baptiste, alors que c'était un excellent refileur. Oui, c'est vrai. Un très bon retourneur de but, Baptiste, mais Eneko Maïs, il est suffisamment précis pour mettre Baptiste dans la difficulté. 6-2. Et du coup, premier set. Ça se traduit au score. Alors, un léger avantage pour Eneko Maïs et P.O. Guichandut. Toujours le même but. Il a raison d'insister. Eneko Maïs, il faut surtout pas changer le but. Tant que ça marche, on continue. Si jamais ça marche plus, on essaye de varier, on trouve autre chose. Mais en attendant, il faut continuer. Il est dans une bonne série, il a bien réglé la cible. Et ça gêne Baptiste, incontestablement. Et ça fait une petite surprise pour ce début de rencontre. 7-2. François Sugasti qui disait ça. Il faut toujours rebuter là où tu viens de faire le point. Un connaisseur, François Sugasti. Qui est toujours avec nous. Hein. Content d'avoir ce dernier grand champion, hein, toujours présent avec nous. Et encore un autre. Ouais. Encore un autre. Sur la pelote d'avant, il me semblait que Baptiste était monté pour la prendre à la volée et il s'est rendu compte qu'elle était carrément collée sur la paroi de verre. Voilà, il faut prendre une décision très rapidement. C'est ce qu'il a peut-être voulu faire, intercepter. 8-2 pour les outsiders, c'est très bien. Ça va peut-être rééquilibrer les débats un petit peu. Encore un bon but. Encore un bon but. Là, il est mieux positionné. Baptiste, il arrive à la sortir. Il appuie bien. P.O. Guichandut. Il ne se met pas dans le bon sens à mon avis. Eneko Maïs, il est positionné pour frapper systématiquement avec la main gauche. Il est tourné dans le mauvais sens. Alors c'est pas là encore, ce sont des gestes aussi de répétition d'un avant trinquettiste qu'il est peut-être un petit peu moins que les autres, un peu moins de pratique. Mais il faut qu'il arrive à se tourner dans l'autre sens pour essayer de rentrer avec sa volée droite. Parce que s'il est dans ce sens-là, il va en permanence ouvrir le jeu pour les autres. Et là, il va se mettre en difficulté. Et quand on a Baptiste Ducassou et Niato Tcheverry en face, ça va vite être problématique. Voilà. Et du coup, un point perdu, un but enchaîné. Voilà. Ça va Ce sont des petites corrections que doit faire peut-être. Ça va faire du bien. Oui, ça va le mettre en confiance. Je trouvais un début de partie un petit peu timoré. En fait, il n'avait pas peut-être les bonnes pelotes non plus pour trancher. Ouais, il n'est pas mis pour l'instant à l'épreuve non plus. Donc du coup, c'est toujours difficile de rentrer dans une rencontre quand on frappe assez peu de pelotes. Voilà, ça c'est bien buté. Il y a la place pour Peyo. C'est rebote pour Peyo au retour. Ouais. Aïe, elle est bonne. Elle est bonne, c'était juste. Oui.
Et du coup, il couvre pas. C'est pas mal ça. Dommage. Elle était un petit peu courte. Ouais. Elle était courte, elle n'a pas touché le palette, elle n'a pas fait pique pour payer au Guichandut. Et Ignaut, qui était bien vigilant, il en a profité pour trancher cette pelote et marquer le point. C'est bien joué de la part d'Ignaut. Il ne fallait pas grand-chose pour que ce point tourne en faveur de Peyo Guichandut. Mais c'est Ignaut qui a bien lu la trajectoire, qui était bien positionné. 5-8, les joueurs sont totalement rentrés dans la partie. Ah, c'est bien buté ça. Ouais, Ouais, c'est très très d'accord. bien buté. Voilà, Peyo était préparé pour le but par le mur de droite. Et Neko Maïs un petit peu trop avancé. Et puis, Ignaut Echeverria, il bute très très bien au fil du fond. Et sur la partie gauche, c'est magnifiquement fait. Un beau tatouage sur le bras gauche. Notre ami Ignaut Echeverria. Et j'ai l'impression que c'est Ernekako Arbola, si je ne me trompe pas. C'est l'impression que j'ai vue d'ici. Joli ce volet de Peyo. Hein. Ouais, il a une très belle Il a- volée. Peyo, il a. Délié ce geste-là. Ouais. Vraiment. Puis Et a- encore une attaque dans les jambes. Hein. il a du Ignaut, jus, hein. il a Ouais. du jus Peyo Guichandut, il a du gaz. Là, on le voit sur la volée, comme tu l'as dit, Jean-Paul. Et là Ouais. encore, sur cette frappe-là, c'est une frappe qui vient, une attaque basse dans les pieds d'Ignaut. Il est gêné, Ignaut, et du coup, il n'arrive pas à la ressortir. Et voilà, hein, ça confirme le bon début de rencontre d'Eneko Maïs et de Peyo Guichandut qui arrive à jouer bien en équipe. Eneko a mis quelques buts, Peyo sert bien le jeu. Et c'est tout bon pour eux en ce début de rencontre. Ce n'est pas un avantage très important, mais c'est un bon début de rencontre en tout cas. Voilà. Et il insiste, Peyo, là. Hein. Aïe. Non, c'est bien. J'avais peur qu'elle soit un petit peu trop haute. Ouais. Bien Baptiste. Voilà, Baptiste toujours qui oblige Eneko Maïs à jouer avec la main gauche. Il est bien Peyo. Voilà, l'emporte-pièce ce retour d'Ignaut. Ouais, c'était pas facile. Il a cru que c'était le pic. Ah, bien parlé, Peyo qui commande Eneko Maïs en usant palette, c'est pour moi. Ouais, disputé. Ouais, et c'est Peyo qui arrive à bien allonger le jeu. On était sur un jeu un petit peu plus court et c'est lui qui trouve la planche pour éloigner Baptiste. Allez, Ignaut. Position d'attaque. Ouais. Il ne finit pas au premier filet. Il Non, avait il une petite finit pas. ouverture. Hein. Ouais, il avait l'ouverture. Il n'a pas suffisamment levé pour qu'elle aille se loger dans le filet. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ça oblige Eneko à s'écarter. Peyo Guichandut a beaucoup avancé. Et du coup, c'est payant pour Baptiste. Baptiste, il est... On va voir, mais il est dans le travail de fond, Baptiste. Il est en train de poser les fondations de la rencontre. Pour l'instant, alors, c'est pas que ça ne se traduit pas au score, mais il est légèrement en retard. Mais il est en train de construire, faire le travail de fond. Il pose les fondations véritablement, il travaille. User, saper Bien les sûr. adversaires. Ouais. Et les effets, on les ressent peut-être aux alentours de 25-30. Hein. Ouais, Comme tu le dis, ça ne se traduit pas parce que pour l'instant, il y a 9 à 7 pour Eneko et Peyo, mais c'est un joueur dans la qui physionomie du jeu. est très bien préparé et qui a souvent forcé la décision à un moment parce qu'il est capable de tenir
un niveau de jeu élevé pendant longtemps. Et voilà, ça va être aussi une des réponses que l'on va attendre. Est-ce que les adversaires de Baptiste et d'Egnaut vont être en capacité justement d'être présents sur toute la durée de la rencontre pour envisager d'inquiéter les champions de France en titre? Bien buté, bien utilisé la seconde pelote. Ouais. Il y est, Egnaut. Ouais, c'est du service volé, un bon but, un retour difficile des échos et On dirait du tableau noir dans un autre sport, Egnaut. Philippe? Non, je sais pas. À la pelote. Je sais pas si on fait du tableau noir à la pelote. Mais en tout cas, c'est très très bien exécuté. Encore un but. Peyo est obligé de se décaler. Ouf, ouais. Bien vite, hein? Ouais, bien vite. Et c'est surtout que Eneko il se décale au dernier moment. Eneko Maïs. Peyo Guichandu te pensait que Maïs allait rentrer. Et puis elle vient un peu vite. Il n'est pas en capacité de la retourner. Il s'écarte et puis ça vient trop vite pour Peyo. 9 partout. Deuxième égalisation après les deux premiers cancos. Ouais, il est surpris là, Peyo. C'était pas loin du filet ça, mais Peyo, elle est difficile. Encore une pelote bien serrée. C'est pas lui ça, Eneko Maïs il lui demande. Peyo. Ouais, voilà. Bien, bien touché. Celle-là, elle était à toi. Eneko, même si elle était difficile à sortir parce qu'elle est quasiment pique. L'angle entre le mur de droite et le sol. Et la pelote ne bondit pas. Un point gagnant bien exécuté par Egnaut. Ah, il change son but. Eneko. Egnaut, pardon. Oh, oui. Il accélère le jeu, Baptiste, là. Hein? Ouais, il accélère un Tendu, petit peu. violent un petit peu à droite. Comme tu dis, Philippe, il construit sa partie. Ouais, il construit, ouais. Après, c'est le moment où il faut serrer les boulons de la part de Maïs et de Guichandut. Il faut essayer de retarder le moment où ils vont se faire distancer un petit peu. Et là, c'est 2 points d'avance pour Baptiste et pour... Ah, ça se passe dedans. Ouais, bien. Bien buté. Egnaut, il est parfait Oui, dans l'engagement. Et ça gêne... Et de 9-6 pour Eneko, on est parti à 12-9, hein, 6 points consécutifs. Je ne vais pas dire qu'il faut arrêter l'hémorragie, on n'est pas là, loin de là, mais attention. Ah, et il est bon le but. Ouais. Et il est bon. Ouais, ce sont des points marqués facilement, si on peut dire, par Baptiste et par Egnaut. Donc ça, c'est bon pour leur confiance à eux. Mais à l'inverse, un peu plus délicat ce moment-là pour Peyo Guichandut et Eneko Maïs. Il est bon ce but aussi. Ouais, il s'en sort bien, Peyo. Ouais. Il appuie Baptiste. Oui, il va rentrer de voler même.
Bien Baptiste, bien Ouais. joué. Bien joué. Le patron a pris les affaires en main. Ouais, il était en train de... « 14-9. Il faut essayer de marquer un point là pour PO. Et pour Eneco, peut-être prendre un petit tempo, couper un peu la dynamique de l'adversaire. Bien joué ça. Oui. Bien joué. Il a bien commandé Peyo Guichandut à Eneco Maïs, le palette. Et il en a bien profité. Enyao Echeverria s'était légèrement écarté du filet. Et ça suffit pour que Peyo Guichandut, avec beaucoup d'autorité, loge cette pelote dans le filet. Et c'est bon pour son équipe. Là, ils ont marqué le point qui permet un petit peu de couper la dynamique de l'équipe adverse. On va aller faire un petit stop. Hein. Ouais, Voilà. moi j'aurais peut-être. Alors ils doivent se sentir bien certainement. Ouf. Ouais, ça c'est le risque quand on attaque et que ça rentre pas. Le retour après est difficile. Ah, il s'en sort bien, Peyo. Ouais, toujours ces attaques plongeantes dans les pieds d'Enyao. Et il a fait 3-4 points comme ça depuis le début de la partie. 11 à 14. Il est gêné, Niaout, c'est sûr. Oui, il est gêné. Tous les avants sont gênés. C'est vrai. Cette pelote qui vient en tombant, on ne sait pas trop. Il faut là aussi faire une lecture rapide. Et du coup, ouais, voilà. Et elles sont pour l'avant obligatoirement. Hein. Ouais, on est là juste au-dessus de ouais, l'arrêt, plongeante. Ça tombe un peu, Ouais. c'est vraiment difficile. Voilà, il est un peu moins bien au but, Eneco, par rapport à tout à l'heure. Mais ça paye quand même. On avait l'impression que cette pelote, elle était moins bien frappée. Mais voilà, ils arrivent à répondre à présent Eneco, Maïs et Peyo Guichandut. Ils ne se laissent pas trop décramponner. Ils avaient fait une mauvaise série et là, ils vont recoller peut-être. Voilà, 12-14. Ouais, pour l'instant, il n'a pas trop varié Eneco. Hein. Il insiste. Non, droite. Ouais, il a bien réussi jusqu'à maintenant. Ouais, Donc, du coup, il a raison, je pense, d'insister. Pour l'instant, ça a été payant pour lui. Donc, voilà, ça, c'est pas mal aussi. Ça oblige Baptiste à monter. Et voilà, ça paye le but par le mur droite pour Eneco. Maïs, c'est ce soir. C'est le quatrième, Jean-Paul? C'est le 5e direct. Hein. Plus 2 ou 3 points sur la seconde pelote. Ah ouais, ils ont construit la moitié de leurs points pratiquement important. grâce au but d'Eneco. Et quelques attaques plongeantes de Peyo dans les jambes d'Enyao. Ah ouais, je pense que c'est leur plan de jeu. Hein. Je pense que leur plan de jeu, buter comme ça et attaquer après Enyao dans les jambes. « 13-14. Est-ce qu'on va voir l'égalisation? Un peu moins serré. C'est pas mal ça. C'était bien retourné aussi. Niaout avec sa gauche là. Il avait réclamé. Bien tapé. Ouais. Magnifiquement tapé. C'est très bien le faire ça. Eneco Maïs avec beaucoup de douceur de l'effet. Il pose sur le pan coupé avec de l'effet et la pelote tombe. Et puis ça surprend Enyao Echeverria qui a pas le temps. Voilà, il est obligé de vite se décider. Il voit Eneco Maïs qui va tirer à droite. Il tarde très légèrement à voir que c'est le pan coupé qui va être touché. Et puis ce tout petit moment ne lui permet pas de rattraper la pelote. C'est l'égalisation.
avec l'effet de la gauche, Eneko Maïs. L'autre qui tombe, il a failli être surpris, Baptiste. Il s'était précipité à droite, Baptiste. Il connaît le tempérament offensif d'Eneko Maïs. Pas coupé. Ouais. Et le même coup tout à l'heure. Bien anticipé par Eneko, c'est le deuxième, hein, je crois, hein, pratiquement consécutif. Ils sont là les outsiders. Ouais, c'est très bien, c'est très bien pour le nombre public présent. Ils sont présents et il avait bien vu que Baptiste allait taper le pan coupé, Eneko, donc il a bien suivi. Il avait anticipé et du coup il était dans une position et le pan coupé de Baptiste il était un peu trop haut, donc il rebondit assez haut et ça laisse le temps à Eneko d'arriver et avec le même geste, avec de l'effet, il fait tomber la pelote. Enyhaut pris à son propre jeu. Il joue juste, Eneko et Peyo. Il joue très juste. Hein. Ouais, on se posait la question sur Peyo Guichandut, est-ce qu'il allait être capable de jouer à son niveau? Jusqu'à maintenant, il est largement à son niveau. Il rivalise avec Baptiste Ducassot. Et Eneko Maïs se met au diapason. Donc du coup, ils sont toujours dans le coup. On est bientôt à mi-partie et ils sont là, Eneko Maïs et Peyo Guichandut. Ouais, il va toujours chercher. Il va toujours chercher. Il y a peut-être Cheveria dans les pattes. Pas assez appuyé, c'est pas coupé, c'était Ouais, bien, non, mais je bien pense tenté. que c'est pas ce qu'il voulait faire, je pense. Allez, il a une pelote dans le 2 là. Là, par Et contre. il conclut à droite. Hein. Ouais, il est bien payé. Il est bien payé au Guichandut. Il est peut-être dans une posture qui lui convient bien. Ouais. Dans la posture du joueur qu'on attend moins. Et il répond. Et il prend un petit tempo. 17-14. Ouais, c'est. Eh bien, on s'interroge un peu là dans le coin de Baptiste, je vois. Ouais, il n'y a pas de quoi s'affoler hein, pour l'instant. Ouais. Voyons de Saint-Paul, comme je l'avais annoncé, rejoint Chad Parachu et Philippe Bilbao, alias Jim. La famille Ducassot en haut, je vois Pierre. Philippe Caricpar, qui était au Philippe Fourrière, au premier loge, j'avais pas de chaud la ronde. Ils sont là les anciens, hein, ça fait plaisir de voir tous nos amis. Il n'y a pas que les personnes qui viennent au trinquet pour découvrir un petit peu la pelote à l'occasion du Master. Et qui est Chegouin aussi. Ouais. Les habitudes à la bourse qui ont leur place là. Bien. Nous la marque. Notre ami Gou, Chaga, Makina, Yerabid. On pensait qu'en menant 14 à 9 après cette belle série, on avait pris les choses en main. Ça pouvait être un moment de rupture. En fait, c'est un moment de rupture inversé, puisque de 14 à 9, on est passé à 17-14. Exactement. Voilà, tout à l'heure, on disait que les séries, c'était quelque chose qui était assez fréquent en tête-à-tête. Ben là, on est aussi sur des séries. On a eu une première série qui a été plutôt favorable à Baptiste et à Enyhaut. Et là, c'est Eneko Maïs et Peyo Guichandut qui mène. Encore un bon but
un petit peu court, donc ça laisse la place à Baptiste. Ça va monter ça pour Peyo. Attention, peut-être pas. Si, c'est Palette. Oula, c'était risqué ce qu'a fait la Agnaut, il s'est écarté. Ça a failli rentrer au filet. Hein. Ouais. Ah, Bien Baptiste. Ouais. Bien Baptiste, magnifique une fois, deux fois. Mais ça finit par payer. Voilà. On reste à la même pelote. Hein. Ouais. Les deux camps sont... Elle a l'air de répondre d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est plus vive que celle d'hier. Oh, quelle faute. C'est pas... Faut pas faire de faute comme ça pour Eneko Maïs. Là, à ce niveau, c'est une pelote qui est plutôt une belle pelote, une pelote d'attaque. Il fait un gros pétio là. Il faut serrer les rangs. « 16-17. Bien tapé. Ouais. Bien tapé de la part de Ignaut Echeverria. Cette pelote décroisée à Pugno. Ouais. Voilà, suffisamment longue pour empêcher Eneko Maïs d'y arriver. Ça oblige une course longue également à Peyo Guichandut. En plus, elle vient de toucher la paroi. Nouvelle égalité. Et du coup, c'est ouais, nouvelle égalité, Jean-Paul. 17 partout. On est gâté quand même. Ouais, Philippe, hein, partie c'est loin d'être le cavalier seul. Peut-être un grand mot, cavalier seul, mais s'attendait à une domination. Ouais, un peu plus marqué. Et pour l'instant, on est sur des débats très équilibrés. 18-17, reprennent l'avantage, Ignaut et Baptiste. Ah, il aurait dû rentrer peut-être là, Eneko. Peyo lui demande à y aller. Entre deux. Ah. Ouf, elle est sortie. Allez, ouais. Ignaut est un pelote à trancher. Bien tapé, Ignaut. Ouais, bien joué. Il aurait dû intervenir sur le premier but. Ça déstabilise un peu l'équipe. Ils en profitent bien. Ignaut Echeverria en profite parfaitement bien. Ouais, il était tout à l'heure... Vous l'avez dit, peut-être un petit peu timoré. Tu l'as dit, Jean-Paul, peut-être un petit peu timoré, Ignaut, mais là, voilà. Ouais, ce serait plutôt Eneko sur les 3-4 derniers points qui serait un petit peu en dedans. Encore son but là. Eh oui. Ouais, son but à gauche, là, au filet du fond. Ça paye. C'est celui avec le mur de droite qui est prolifique pour Eneko Maïs. Et pour Ignaut Echeverria, c'est sur la partie gauche, vers le filet du fond. Peyo il se prépare au but par le mur de droite. Ça lui fait faire une course latérale qui est difficile. Ouais. Ouais. Sur la défensive, Eneko, hein. Beaucoup sur la défensive et Ignaut engage les points. C'est la loi des séries un petit peu, 17-14. Ouais, mais c'est parce que 17, 7 points. Eneko il sort un petit peu, il est moins présent. Là, ça fait 2-3 fois que Peyo lui demande de rentrer, il laisse passer.
Du coup, il est un peu moins actif et ça se transforme tout de suite. Il faut pas être spectateur, hein. Voilà, ça va monter. Ouais, C'est une ça, belle pelote pour Peyo. Il a de la réussite là, Baptiste, parce que la pelote elle touche le mur de gauche. C'est pas ce qu'il avait cherché à faire et du coup Peyo Guichandut est surpris et on est passé De de 17. 17 à 22. Voilà, c'est vraiment les séries là. Du coup, on continue dans un sens, dans l'autre. Ouais, il est trop avec la gauche encore, hein. Ouais. Ouais, il a un coup de moins bien là, Oui, Maïs. oui, Il est en ça train se voit nettement. il est en train de. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est en train de s'écrouler là, mais ça fait 3-4 points, tu l'as noté Jean-Paul. Il est pas au niveau de son début de rencontre. Et du coup, ça met son équipe dans la difficulté et ça se transforme au score. Et dans son C'est attitude aussi. Hein. un avantage. Ouais, ouais, Je le vois revenir tête un peu basse, Exactement. Ouais. comme s'il accusait le coup. C'est sûr qu'il est sur la défensive. Il n'est pas ménagé. Mais c'est là qu'il faut résister maintenant. Hein. S'il y a 10 points d'écart, après, ça sera un petit peu trop tard. Il n'y en a que 6 encore. Ah, je sens pas très bien compris. Enfin, du moins, Rignaud a pris une pelote que peut-être Baptiste était monté pour relever. Je pense que oui, ils se sont gênés du coup. Ils sont gênés. Il a récompensé les Comaïs parce qu'il s'est jeté, il s'est bien accroché. Il a relevé un peu comme il a pu et puis ils se sont pas bien compris. Les champions de France en titre. 18 à 23, alors on va dire pour l'instant petit ascendant en faveur de Oui. Rignaud et Baptiste. Mais Rien n'est joué, mais reste à savoir si on sait que Baptiste ne va pas baisser de niveau ni de rythme, hein, parce le qu'il a mauvais plus qu'à passage. ses coups. Par contre, pour l'instant, Peyo Guichandut résiste bien, hein, mais même mieux que résister. Il faut que Eneko Maïs élève un petit peu le curseur. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le garde le curseur au niveau auquel il était jusqu'à maintenant. Et là, il y a 4-5 points qu'il a baissé le curseur, comme tu dis. S'ils veulent envisager la victoire, il va falloir se mettre au niveau Eneko Maïs. Ça commence par le but. Tout à l'heure, il a été bien récompensé pour Oui, le but. oui. Et Il a été efficace à droite. Là. il a été efficace, il faut continuer. Voilà, c'est un peu moins vite. Donc du coup. Ouf. Ouais, bien joué. Ah ouais. 2 points consécutifs pour Eneko, là, ça va lui faire du bien. Ouais, il est dangereux là dans cette zone avec les effets. Il aime bien, on l'a vu tout à l'heure 2 fois avec le pan coupé, encore là. Il faut qu'il allonge un peu le but. Il était un petit peu court, mais. Un petit peu court et peut-être avec un petit peu moins d'intensité aussi. Un petit peu moins de violence. Ouais, c'est ça. Il raccourcit un peu. Voilà, c'est mieux ça, c'est mieux.
C'est mieux. Ouais, ça c'est dommage parce que ce sont des points qu'il faut transformer pour Maïs et Guichandut. Ouais. Ah, il faut prendre la volée, il faut mettre la main là. Hein. C'est le problème de tout à l'heure. Si tu regardes bien, Jean-Paul, si vous regardez bien, il n'est pas tourné dans le bon sens, c'est les Maïs. Ouais. Donc forcément, il est à l'envers. Donc forcément, cette pelote, elle est à lui. S'il est bien positionné avec l'épaule gauche vers le frontis, il va pouvoir rentrer avec sa volée, avec sa main droite. Et là, lui, il fait l'inverse. Donc il va falloir qu'avec le temps, il arrive à corriger ça parce que sinon, ça va être difficile. Faute de Peyo, je crois que ça va être sa première faute depuis le début de la partie. Je veux dire sur une pelote qui n'était pas impossible. 25-19. Ouais. Attention, tout à l'heure, ils avaient trouvé les ressources pour revenir après avoir subi quelques points d'écart. Voilà, il va falloir maintenant réagir aussi. On a l'impression que le ressort est un peu cassé chez Eneko Maïs et P.O. Guichandut. Eneko Maïs qui a baissé de pied, c'est net. Du coup, il faudrait essayer pour P.O. Guichandut de relever le niveau et d'amener son partenaire avec lui, mais c'est difficile parce qu'Enyao Echeverria il bute très très bien avec le mur de droite. Et le premier écart un petit peu important, ouais, je dirais. Voilà, 8 points là, ouais, on arrive à 27. Ouais, c'est le premier écart significatif et ouais. Attention parce que ça peut dérouler maintenant. Il faut essayer d'empêcher le rouleau compresseur qui s'est mis en route. Oui, Baptiste qui loge au deuxième filet. Il avait réclamé cette pelote hein, parce que Enyao était prêt à rentrer, mais les mains sur les hanches, Neko, c'est jamais très bon signe. Ouais, ils sont en train de subir. Eneko Maïs. Les P.O. Guichandut. C'est bien buté ça. C'est faux. C'est faux, c'est trop court. C'était bien serré, mais ouais. La pelote a touché le poteau rouge. Et c'est faux. Il aurait fallu qu'elle passe derrière. Ne prennent pas de tempo. Guichandut et Maïs. Encore un peu court. Vous voyez Bien Baptiste encore. Bien Baptiste. Bien Baptiste, c'est aussi parce que Enyao Echeverria a fait ce qu'il faut. En serrant bien cette pelote, là, c'était une pelote qui était difficile pour Enyao Echeverria. Il la serre très bien. Il force P.O. Guichandut à jouer avec la gauche. Et c'est une belle pelote après pour Baptiste. Et Baptiste, il en profite. Il ne faut pas lui laisser l'ouverture à Baptiste. Hein. Non, et pas le temps. Voilà, ils se sont complètement désunis en fait. Et l'équipe s'est complètement désunie. 10 points d'écart, 30 à 20. Eneko Maïs et P.O. Guichandut complètement désunis. Et à l'inverse, Enyao Echeverria et Baptiste Ducassou, eux, ils jouent bien en équipe, ils se complètent bien. On sent des automatismes chez Baptiste et Enyao. Et encore faux. Ouais.
Ça défile un petit peu là. Ah ouais, Philippe, hein. ça défile et à mon avis, ça risque de continuer. On sent pas. Le retournement de situation. Non, on sent pas. Pas l'embarquer là. Ni Eneko Maïs ni Péo Guichandut en capacité de retourner la situation. Allez, Péo, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. Ouais. Il change la pelote, Eneko Maïs. Allez, c'est à lui d'élever son niveau de jeu. Péo, il a été gêné sur le but, mais voilà, sur ces pelotes-là, il montre qu'il est toujours présent. Menez 17-14, hein, on le rappelle, Eneko et Péo et 31-21. Cette série de 17-4. Hein, dans les moments toujours importants de la partie, là, entre 15 et 30. C'est court ça. Ouais. Il va pouvoir lâcher son bras, Baptiste. Ouais, il serait peut-être temps pour Eneko Maïs de chercher un autre but, peut-être, parce que là, il a des difficultés. Elle est pas nette, elle était rebote, elle est rebote. Ouais, magnifique rebote, Baptiste Ducasso, qui remet Péo Guichanut au fond du trinquet. Et attention à droite. Eh bien non, c'est pas à droite, c'est bien au filet. Geste parfait de Baptiste sur cette rebote. Hein. Ouais, geste parfait pour Baptiste. Et puis de l'autre côté, geste parfait pour Eignaut, également Echeverria, avec une belle pelote. Il a bien profité. Il a bien profité, il a loge au premier filet, avec beaucoup d'autorité. « 32-21. Difficile maintenant pour Péo et Eneko. Pas en retard Eneko encore sur cette pelote. Ouais, c'est un peu téléphoné ça. Ouais. En tendance un petit peu nos voisins d'Egualde à abuser de ce collage. Thierry Spinal joue aussi beaucoup dans ce petit périmètre là. Alors on fait des points, hein. Il faut faire la balance à la fin de la partie. 12 points d'écart. Le problème, c'est que si c'est trop systématique, c'est pas payant. Hein, ça, quand c'est utilisé à bon escient, quand on a construit le point, mais si ça devient trop systématique, les adversaires s'y attendent et du coup, il y a le contre. C'est moins, c'est moins profitable. Téléphoné, comme on dit. 33-21, 12 points d'avance pour Eignaut et Baptiste. La partie est en train de se décanter là totalement. Il est très vigilant, il est bien en jambes. Eignaut Echeverria. Ouais. Il oblige Péo à jouer de la gauche et l'autre revient toujours dans le milieu de la cancha. Oh là là, comment il a pu faire au four. Ouais. Il avait le point tout fait. Il fallait juste la mettre au-dessus de l'arrêt. Ce coup-ci, Eignaut Echeverria, il avait bien lu que Eneko Maïs allait poser au pan coupé. Allez, je dirais qu'à 33-21, c'est pas trop grave. Bien vu. Eignaut, je crois, sur la pelote précédente, a voulu faire
les deux gestes qu'ont fait hier Mathieu Hospital et Peyo Laralde, à savoir avec la gauche, enroulé par le pan coupé directement au premier filet. Point spectaculaire. C'est pas facile à faire. Non. Mais c'est bien. Il a de l'avance. Ignacio Echeverría, il a raison de tenter des coups. Et puis c'est pas un coup qui est très très risqué de toute manière. C'est bon pour Caillot. Voilà. La pelote un peu plus vive, elle sort plus. Pas mal l'attaque. Ouais, Peyo. c'était à Peyo, elle a une opportunité là. Bien joué. Voilà. Ouais, il en a sous la semelle encore, hein, Peyo Guichanduc. Ouais. Il en a sous la semelle. C'est dommage que Nico Maïs, pour l'instant, Ne lui apporte pas autant de soutien. Hein. ne le soutienne pas plus, parce que ça permettrait de rééquilibrer les débats. C'est trop. Ouais, une planche qui est difficile pour Peyo Guichanduc. Ouais, dès le début du point, un écho, Maïs a voulu poser, mais c'était un peu haut quand même. Et ils ont repris le mur, Enyao et Matika. Ouais, 34-23. La voie s'ouvre maintenant pour Baptiste et pour Ignaut. Tendu. Là aussi tendu, dans les jambes de Neko. Belle pelote pour Enyao. Ah, il aime bien tirer ça, hein, Neko. Ouais, il aime bien, ouais. Après, ça s'y prête, là, l'action de jeu, là. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre, là. Hein. Ouais. Il vient en travers. Mais bon, il le fait bien. Réduisent l'écart à 10 points, 24-34. Est-ce que c'est un barreau d'honneur ou alors est-ce que peut-être il y aura une remontée un peu plus efficace? On va pas tarder à le savoir. Mais il me semble quand même très serein Enyao et Matika. Ouais, je crois pas. Je crois pas que ce soit pour ce soir la remontada. Non.
Alors est-ce que le fait d'avoir un jour de récupération de plus par rapport à la finale dimanche, que c'est vraiment un avantage très conséquent ou non? Est-ce que les joueurs qui jouent le jeudi gagnent aussi souvent que ceux qui jouent le mercredi? Ouais, ce serait intéressant d'avoir une statistique là-dessus. Ouais. J'ai pas d'idée en tête. C'est sûr que un jour de récupération, c'est toujours intéressant, mais est-ce que ça a un impact significatif? Ça serait intéressant de voir quel est le pourcentage de gagnants du Master qui ont joué leur demi-finale le mercredi. Ça nous donnerait une indication. Après, on a des joueurs qui sont bien préparés. J'ai la sensation que peut-être hier, Peyo Laralde et Andoni Parra ont mis un peu plus d'énergie peut-être. On sent un peu plus de maîtrise de la part d'Ignacio Echeverria et de Baptiste Ducassou. Oui, incontestablement, oui. Ouais. Sur le plan physique. Ouais, donc du coup... ça équilibre un petit peu. Ouais, plus de sérénité, moins... Voilà, on est un peu moins... ils sont dans un bon état physique. Ils n'ont pas l'air de puiser dans leurs ressources. Ils sont bien, ils sont encore à leur meilleur niveau. Ignacio Echeverria et Baptiste Ducassou, on ne sent pas de baisse de régime chez eux. Ouais, de là. On a un but qui est toujours un peu court, mais qui vient avec pas mal de vitesse. Ouais. Attention. La réussite de l'équipe qui est devant, on en parlait hier. Hein. C'est ça. Quand on a 10 points d'avance, il y a ce coup, il réussit un petit peu, et quand on en a besoin, malheureusement, c'est moins conséquent. Ouais, ça tourne toujours en faveur de celui qui est devant. Pelote qui touche l'anglais puis qui surprend Peyo. Et du coup c'est 36 à 24. À 24. Ouais, on se rapproche. Voilà, vous pouvez peut-être mieux faire sur celle-là. Ouais, il se rattrape bien quand même. Hein. Ouais. Ah. « 37-24. Il lutte, Eneko et Peyo, mais ils sont sous pression quand même. Hein. Tout le poids, ils sont sur la défensive. Ils ont même alterné par la force des choses. Peyo qui est passé devant, Eneko derrière. La partie semble jouer. Ouais, la partie, on voit pas bien comment il pourrait y avoir un retournement de situation. On disait tout à l'heure, le rouleau compresseur est en marche. Ouais. Ils ont mis la cadence depuis le début et voilà. Il faut suivre la cadence et progressivement l'écart se creuse, l'écart se fait. Et on se rapproche d'une finale Peyo Laralde, Andoni Parra, Baptiste Ducassou et Ignacio Echeverria. Un énième affrontement Peyo Laralde de Baptiste Ducassou. Ouais. Depuis 10 ans, ils sont là. Ils sont arrivés assez jeunes au très haut niveau. Et y arriver 7 heures, se maintenir, confirmer, c'est autre chose. Et ce sont deux grands professionnels, je dirais, deux grands pilotari qui répondent présent chaque fois qu'ils sont sollicités. Je disais hier, Peyo Laralde est quand même 5 masters cette année, 5 finales, avec 5 partenaires différents. Ça veut quand même dire quelque chose. Ouais. Quel que soit le partenaire, il arrive toujours en finale. Ouais, c'est l'avant numéro 1, incontestablement, Peyo Laralde, depuis 10 ans. 5 masters cette année avec 5 carrières différentes. On l'a dit hier, champion de France avec plusieurs arrières aussi différents. Donc c'est la preuve de la domination de cette dernière décennie. Allez, 37-24. Allez, plus que 3 points. Allez, 3 beaux points, on va les voir d'un côté comme de l'autre.
Baptiste il continue. Et Martel il appuie. Bien joué. Oui. Le poteau, autrement dit le filet, le premier. 38-24. Ouais, c'est du beau jeu. Un arrière qui insiste, qui pilonne, et un avant qui profite du travail de son arrière en étant décisif à la moindre occasion. C'est du travail d'orfèvrerie. Il ne fait que ramener Eneco parce que là, il ne peut pas faire autre chose. Ouais. Des fois, je me pose même la question, je m'étais posé la question à l'occasion de la finale du championnat de France, si tout à l'heure tu le disais Jean-Paul qu'il a des soucis de main Eneco Maïs, et des fois j'ai l'impression que est-ce que c'est pas un problème de main aussi parce qu'il joue beaucoup avec la gauche. Ouais. Alors du coup, est-ce que c'est pour économiser sa main droite qui est un peu endommagée? Je ne sais pas, mais c'est un peu récurrent. Alors après, bien sûr, il y a un travail de domination aussi qui est net de la part d'Etcheverria et du Cassou. Donc du coup, forcément, la posture n'est pas la même, mais quand même. Ils justifient leur titre fédéral. Hein. Ouais, et ils vont être difficiles à battre dimanche aussi. Ouais. Voilà, victoire de Baptiste Ducassou et Ignato Etcheverria, les champions de France dans cette deuxième demi-finale. Ouais. Ils battent Eneco Maïs et Peyo Guichandut 40-24. Ouais. Voilà, une petite déception. Oui, parce qu'on Eneco Maïs, on peut le dire, on a eu le sentiment qu'il pouvait mieux rivaliser. Et c'est finalement une victoire relativement facile d'Ignato Etcheverria et de Baptiste Ducassou. Ça nous promet une grande finale, hein? Oui, on l'a vu dimanche. Ça nous promet une belle finale. On se retrouvera à 10h pour le lever de rideau entre et les deux amateurs, peut-être Pierre Etcheverry qui a battu Inar Ugarte ce soir dans la deuxième demi-finale et qui jouera contre Vincent Bidondo qui a battu John Saint-Paul hier soir. Et donc rendez-vous à 10h. Et ensuite la grande finale entre Baptiste Ducassou et Ignato Etcheverria et un tréquet comble, festif, convivial. Belle fête de matinée dimanche. On vous donne tous rendez-vous à Mipolo Tassailé. Merci Philippe. Merci Jean-Paul. Bonne soirée à tous. À dimanche. À dimanche.